J'annule le mariage. Allez tous vous faire voir. Et je criai. Furieuse. En jetant sur le sol le plateau des alliances et les cadeaux cérémoniels. Chers amis, l'automne à Paris est connu pour son air frais et son ciel bleu. Mais l'ambiance à l'intérieur du luxueux salon de mariage de l'hôtel Ritz était chauffée à blanc. Chargée par l'haleine de centaines de personnes et l'éclat des immenses lustres en cristal, des centaines d'invités. Des membres de la famille des deux côtés jusqu'aux partenaires commerciaux et collègues de travail. Tous bondaient l'endroit. Il ne manquait personne. Je suis Hélène, cadre supérieur d'une multinationale technologique, et à ce moment-là, je portais une robe de mariée de créateur incrustée de pierres brillantes, absolument magnifique. À mes côtés se trouvait Julien, l'homme que j'avais à tort considéré comme mon havre de paix. À mes 30 et quelques années, avec une carrière consolidée, une indépendance financière et un luxueux attique en plein cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, je n'avais pas besoin d'un homme riche. J'avais seulement besoin de quelqu'un de compréhensif. Un mari gentil et calme sur l'épaule duquel je pourrais m'appuyer quand j'arrivais épuisée par la pression du bureau. Julien est apparu au bon moment. Il semblait toujours être un homme sensé, à la voix douce, qui prenait soin de moi dans les moindres détails. Cette fausse gentillesse m'a aveuglée, me faisant ignorer les signes de lâcheté, de faiblesse et son habitude de se cacher dans les jupes de sa mère. Je m'étais voilé la face en pensant que ce n'était pas grave si un homme gentil était un peu manipulable par sa mère, tant qu'il m'aimait. Mais je me suis trompée. Je me suis lourdement trompée. La nature de ces hommes qui s'accrochent au tablier de maman n'est pas la bonté, mais l'inutilité et la machination. La cérémonie atteignait son point culminant. Le maître de cérémonie tenait le micro, sa voix résonnant dans la salle, se préparant à nous inviter. Les mariés, à couper le gâteau nuptial. Les projecteurs étaient braqués directement sur nous. Les applaudissements ont éclaté. Vifs et bruyants. J'ai souri. Le sourire radieux d'une femme qui croyait avoir atteint la plénitude. Mes parents étaient assis à la table VIP. Les yeux larmoyants de fierté en regardant leur fille. Tout semblait parfait. Juste au moment où le présentateur allait porter le toast, un crissement assourdissant du micro a déchiré l'air. Le son était si aigu que des centaines d'invités ont grimacé et se sont bouchés les oreilles. La musique s'est arrêtée net et un silence de mort a couvert le grand salon. Depuis la table de la famille du marié, Madame Chantal, la mère de Julien, est montée lourdement sur scène. Elle portait une robe de marraine en velours rouge criard, un collier de fausses perles de la taille de noix, et son visage était couvert d'une couche de maquillage qui ne parvenait pas à cacher ses traits venimeux et amers. Elle a arraché le micro des mains du présentateur, qui est resté stupéfait, et m'a lancé un regard tranchant comme un rasoir. J'ai légèrement froncé les sourcils, et j'ai regardé Julien. Soudain, il a baissé la tête, croisant les mains, agrippant fermement le pan de sa jaquette. Le front perlé de sueur, un mauvais pressentiment m'a frappé l'esprit. Pourquoi tremblait-il? Je demande pardon aux invités des deux familles. La voix de Madame Chantal a retenti dans les haut-parleurs, métallique et effrontée. Avant que ces deux-là ne deviennent officiellement mari et femme, notre famille a des règles qui doivent être claires. Quand une belle-fille entre dans la famille Dupont, elle doit savoir quelles sont ses obligations. Honnête. Tu l'as dit? Elle a plongé la main dans son sac de marque contrefait et a sorti une feuille de papier, A4 dactylographiée. Elle a marché vers moi, ses talons frappant le plancher en bois de la scène comme le rythme d'un bourreau. En basse, des centaines d'yeux se sont rivés sur la scène. Mes parents ont commencé à se lever avec des visages déconcertés et indignés. Je suis restée clouée sur place. Le sourire sur mes lèvres s'était figé, ne laissant que de la froideur dans mon regard. Hélène. Madame Chantal m'a mis le papier sous le nez, avec le ton autoritaire de celle qui se croit supérieure. C'est un accord que j'ai préparé. Tu as juste à le signer ici devant tout le monde pour prouver ton respect et ton engagement total envers cette famille. Une fois signé, le mariage continue. Aitenes. L'air est devenu glacial. Ma respiration semblait gelée. J'ai pris le papier des mains de Madame Chantal. Mes doigts étaient glacés, mais mon esprit était plus aiguisé que jamais. Mes yeux ont scanné les lignes du papier.
3 conditions. 3 cordes que cette belle-mère ratée prétendait me mettre au cou en plein jour. Utilisant la pression de 500 invités pour m'obliger à céder. Première condition. Transférer la propriété de l'actuel attique de luxe d'Hélène dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés au nom de Julien Dupont, pour qu'il figure comme propriété partagée, prouvant l'égalité et l'union du mariage. Deuxième condition. Chaque mois, la belle-fille a l'obligation d'allouer 2000 € de ses revenus personnels pour financer les études de sa belle-sœur Lucie Dupont, à Londres, pendant une période de 4 ans. Troisième condition. Pour maintenir l'harmonie familiale et éviter les disputes d'argent, la fiche de paie et toute source de revenus de la belle-fille doivent être remises à la belle-mère pour leur administration. La mère distribuera l'argent pour les dépenses mensuelles du couple. J'ai lentement baissé le papier. Mon regard est passé du document au visage satisfait de Madame Chantal. Elle se tenait debout, les bras croisés, le menton levé, s'attendant à la peur et à la nervosité d'une mariée qui, par peur du ridicule, signerait aveuglément. Elle avait trop bien calculé. Beaucoup de femmes le jour de leur mariage, avec les invités présents et la famille qui regarde, choisiraient d'avaler la pilule et de signer n'importe quoi pour en finir et gérer ça plus tard à la maison. Mais elle s'était trompée de personne. Moi, Hélène, je ne suis pas le genre de femme née pour baisser la tête. Je me suis tournée brusquement vers Julien. Mon regard à ce moment-là n'était pas celui d'une épouse regardant son mari, mais celui d'une femme regardant un tas d'ordures. Julien. J'ai dit son nom d'une voix si grave et froide qu'elle semblait en deux. Tu le savais à l'avance. N'est-ce pas? Julien a sursauté. Il a jeté un regard furtif à sa mère, puis à moi. Sous la pression de mon regard acéré, il a balbutié, son visage décomposé, montrant la lâcheté d'un homme faible. Hélène. Chérie. Signe. Signe pour que maman soit contente. Elle est vieille. Elle s'inquiète juste pour notre avenir. Après le mariage, on en parlera à la maison. Il y a beaucoup d'invités. La famille, les oncles qui regardent. Ne fais pas un scandale. Ce serait une honte pour ma famille. Et la tienne ne serait pas en reste. Absolument. Je suis restée à fixer l'être que j'avais devant moi. Ces mots ont été comme un seau d'eau bouillante, jeté directement sur mon cœur, cuisant le moindre reste de ce que j'appelais amour, mais en même temps dissipant le brouillard qui m'avait aveuglé pendant si longtemps. Signe pour que maman soit contente. On en parlera. Honte. Il s'avère qu'aux yeux de cette famille, ma dignité, ma sueur et mes larmes n'étaient que des outils pour satisfaire une vieille avide sans fond. Il le savait. Il savait tout. Il était le complice de sa mère pour me pousser au pied du mur, utilisant la foule pour me contraindre à céder mes biens. L'homme à qui je pensais confier ma vie s'est avéré être un voleur lâche qui n'osait pas voler par lui-même, mais se cachait derrière sa mère pour profiter. Madame Chantal, me voyant immobile, a pensé que j'avais abandonné et a ajouté « C'est ça ? Julien a raison. La femme qui se marie doit suivre la famille du mari. Ce qui est à toi est aussi à Julien. Signe vite pour que les gens puissent manger. Si on traîne trop, ça va porter la poisse à tout le mariage. » And the fruit. J'ai esquissé un sourire moqueur, amer et cruel. J'ai hoché la tête. J'ai fait un pas en avant, faisant directement face à Madame Chantal et à son fils lâche. Madame Chantal, jubilatoire, m'a tendu un stylo, le coin de ses lèvres tremblant de cupidité. J'ai tendu la main, mais je n'ai pas pris le stylo. Je lui ai arraché le micro d'un coup sec. La force a été telle qu'elle a titubé et a failli tomber la tête la première. Le micro a émis un nouveau crissement aigu. Attirant toute l'attention des 500 personnes qui murmuraient en bas, je me suis redressée. J'ai porté le micro à ma bouche. J'ai prononcé chaque mot avec clarté, ma voix résonnant dans l'immense espace. Distingués invités, famille et amis, permettez-moi de vous annoncer que ce mariage est officiellement annulé. In due 9. La salle a explosé de surprise. Bruit de chaises raclant le sol. Couverts s'entrechoquant. L'ambiance a volé en éclats. Madame Chantal a hurlé comme si on l'égorgeait. « Tu es folle. » Gamine,
Tu oses parler comme ça devant tant de monde? Tu n'as pas peur de finir vieille fille et pestiférée? Je me suis tournée pour la regarder droit dans les yeux. Mon ton était coupant comme du verre brisé. Je préfère rester vieille fille plutôt que d'épouser un voleur qui amène ses déchets ici pour m'obliger à signer. Pardonnez-moi. Madame, l'argent que je gagne à la sueur de mon front et avec mes larmes n'est pas pour nourrir des parasites comme vous. Un attique de 1 million d'euros, 2000 euros par mois pour que ta fille aille étudier à l'étranger. Et en plus tu veux contrôler ma fiche de paie. Pour qui te prends-tu? La reine-mère ou une bandit de grand chemin venue pour voler? J'ai levé la main et j'ai déchiré l'accord en morceaux, les jetant directement au visage de Madame Chantal. Les morceaux de papier blanc sont tombés en voletant sur la scène, aussi ridicule que sa propre famille. Julien, paniqué et le visage exsangue, s'est jeté sur moi pour essayer d'attraper ma main. La voix tremblante. Hélène, qu'est-ce que tu fais? Bon sang, calme-toi. Ne fais pas plus d'histoire. Une fois à la maison, je dirai à maman de retirer les conditions. Si tu annules le mariage comme ça, où est l'honneur de ma famille? L'honneur? J'ai éclaté de rire. Un rire froid qui a coupé le tumulte. Ta famille a de l'honneur à perdre? Tu crois que je ne sais pas que ta mère et toi avez conspiré dans mon dos? Un homme si peu viril que toi, qui n'a même pas le courage d'ouvrir la bouche pour défendre sa future femme. De quel droit veut-il que je l'appelle Marie? Tu t'inquiètes pour ton honneur. Mais tu te fiches de mes efforts et de mon travail. Omeneftina, tu l'as dit. J'ai retiré la bague de fiançailles en diamant que je portais à l'annulaire. La bague que j'avais moi-même payée à moitié parce que Julien disait qu'il manquait de liquidité. Je l'ai jetée directement sur la poitrine de Julien. La bague a rebondi et roulé sur le plancher en bois. Émettant un son sec et métallique, je ne me suis pas arrêtée là. Je me suis tournée vers la tour de champagne de 7 étages. Formée par des centaines de coupes en cristal, brillant à mes côtés, d'une poussée décidée. Je l'ai toute renversée. Crac. Le son du verre se brisant a été assourdissant. La tour s'est effondrée et le champagne rosé s'est répandu, inondant le sol comme si c'était du sang. Ma fureur avait atteint son paroxysme, et j'ai utilisé cette action pour détruire l'illusion de cette famille misérable, de vivre à mes crochets. Ordure. Et je grognais en jetant le micro au sol, avec un bruit sourd. Et je me suis retournée pour partir. Madame Chantal, rouge de colère, s'est jetée sur moi pour essayer de me frapper. Garce, tu oses humilier ma famille? Je te tue. Mais avant qu'elle ne puisse me toucher un cheveu, une grande silhouette corpulente s'est interposée. C'était mon père. Il est monté sur scène comme un général au combat, suivi par ma mère et mes 2 oncles. Des hommes robustes. Le visage de mon père était rouge de colère. Les muscles de sa mâchoire tendus, il a levé son bras robuste et a écarté Madame Chantal avec force, sans ménagement, faisant tituber la vieille de plusieurs pas en arrière jusqu'à ce qu'elle tombe sur Julien. Ose toucher à ma fille. La voix de mon père a retenti comme un coup de tonnerre, pleine de l'autorité d'un homme qui avait travaillé toute sa vie pour protéger sa famille. Nous avons élevé notre fille pour qu'elle réussisse. C'est le trésor de notre famille. Pas pour l'amener ici se faire piétiner et voler par de la racaille. Mon père a pointé du doigt directement le visage de Julien, qui était recroquevillé comme un ver de terre. Et toi, je pensais que tu étais un bon garçon. Descends. C'est pour ça que je t'ai confié ma fille. Il s'avère que tu es un lâche profiteur. Tu laisses ta mère monter ici pour intimider ta femme, pour essayer de lui voler sa maison et son argent. Quelle honte pour une famille. Vous n'avez pas le droit de vous allier à nous. Oh fleck. Madame Chantal essayait encore de crier avec un visage de sainte mais l'âme noire. Parlez avec respect. Votre fille est une mal élevée envers sa belle-mère. Une fille comme ça? Personne n'en veut. Oring. Ma mère, qui avait toujours été une femme douce et polie, n'a pas pu se retenir plus longtemps et a fait un pas en avant, la pointant du doigt. Personne n'en voudra. Mais encore moins de gens comme vous. Regardez-vous dans le miroir. Vous vouliez voler sans effort. Votre braquage a échoué et maintenant vous faites les victimes. Famille de la mariée. Levez-vous tous et partons.
Le mariage avec cette bande de sangsues est terminé. Enfin, suivant les mots de ma mère, les invités de mon côté se sont levés à l'unisson. Le bruit des chaises et les murmures se sont transformés en insultes directes que mes tantes lançaient à la famille du marié. Les invités du marié, les amis de Julien, étaient également stupéfaits. Beaucoup secouaient la tête. Ressentant de la gêne pour eux, le mariage de rêve s'était transformé en un marché de cris, et la famille du marié était dans l'œil du cyclone de l'humiliation. Mon père m'a mis un bras autour des épaules, qu'à me protégeant de son large dos. On s'en va. Ma fille, tu n'as pas à pleurer. Se débarrasser de ces misérables est une bénédiction. Rentre à la maison avec tes parents. Ixad. J'ai hoché la tête. J'ai levé la tête et je suis descendue de la scène. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas baissé la tête. J'ai soulevé ma lourde robe de mariée et j'ai marché avec fierté entre les rangées de chaises, protégée par ma famille. Derrière moi, les cris hystériques de Madame Chantal. Les pleurnicheries de Lucie et l'impuissance silencieuse de Julien se sont évanouis. En montant dans la voiture nuptiale, le véhicule qui aurait dû m'emmener vers mon nouveau foyer m'a ramené chez mes parents. J'ai appuyé ma tête sur l'épaule de ma mère et j'ai poussé un long soupir. Ma mère m'a caressé les cheveux, les yeux rouges. Heureusement. Ma fille. Heureusement que vous n'aviez pas encore signé les papiers à la mairie. C'était une chance immense. Un miracle du destin. Le mois précédent, les deux familles avaient convenu de célébrer le mariage d'abord et de faire les démarches légales à l'état civil la semaine suivante. Légalement, j'étais toujours une femme célibataire. Je n'étais pas liée à ce sac de nœuds de calcul sordide, et ni pensante. Un étrange sourire de soulagement est apparu sur mes lèvres. J'avais fait un pas en arrière juste au bord du précipice. En arrivant chez moi, la première chose que j'ai faite a été de baisser la fermeture éclair et de m'arracher la robe de mariée. La magnifique robe en dentelle semblait maintenant lourde et offensante à la vue. Je l'ai mise dans un sac poubelle industriel et je l'ai jetée directement devant la porte, avec toutes les photos de préparation du mariage où apparaissait Julien. Je n'ai rien gardé de ce qui lui appartenait. J'ai pris le téléphone. L'écran était illuminé par plus de 60 appels en absence. Des centaines de messages. WhatsApp, Facebook, SMS. Tous de Julien. De Madame Chantal. Des Sasséour. Message de Julien. Hélène. Te Mathieu. Maman est à l'hôpital avec une crise d'angoisse. Même si tu es en colère, ne nous humilie pas comme ça devant la famille. S'il te plaît, réponds. Laisse-moi t'expliquer. Naxley. Message de Madame Chantal. Gamine. Tu crois qu'en annulant le mariage, tout est fini? Tu nous as traînés dans la boue. Je ne te le pardonnerai pas. Tu dois me payer le banquet. Anza. Message de Lucie. Tu es allé trop loin. Si tu n'as pas d'argent, dis-le. Avare misérable. Tu vas laisser mon frère célibataire? J'ai esquissé une moue de mépris et je n'ai pas répondu un seul mot. Mes doigts ont bougé rapidement sur l'écran, bloquant froidement tous les numéros et tous les comptes de réseaux sociaux des trois. Avec les ordures, la meilleure solution n'est pas de les ramasser, mais de les mettre à la poubelle et de fermer le couvercle. Mais je savais très bien à quel point cette famille de parasites était persistante. Ayant perdu une mine d'or comme moi, ils ne resteraient sûrement pas tranquilles. Je devais me protéger avant qu'ils ne viennent faire un scandale. J'ai appelé immédiatement un serrurier. En moins de 30 minutes, la serrure de haute sécurité de mon attique a été complètement changée. Non content de cela, j'ai demandé qu'on installe également une deuxième serrure de sécurité anti-bumping. Une fois la maison sécurisée, j'ai imprimé 3 photos claires des visages de Julien, de Madame Chantal et de Lucie. Et je suis descendue directement en ascenseur au bureau de l'administration et au poste de sécurité du bâtiment. J'ai posé les 3 photos sur la table, avec un visage très sérieux. J'ai dit au chef de la sécurité, « Regardez bien ces 3 visages. À partir de ce moment, ces 3 personnes sont une menace grave pour ma sécurité. L'entrée leur est interdite. Absolument. S'ils traînent dans le hall en demandant à monter à mon appartement, ne leur donnez sous aucun prétexte accès à l'ascenseur. S'ils font un scandale,
Appelez immédiatement la police nationale. Le garde a hoché la tête fermement et a épinglé les 3 photos sur le panneau d'affichage interne de la guérite. Je suis retournée à mon appartement. J'ai fermé la porte à clé et je me suis servi un verre de vin rouge. Je me suis allongée sur le canapé. Le silence régnait. Seul le murmure de la circulation lointaine des champs. Élisée arrivait depuis la rue. Il n'y avait pas de soupir de Julien, ni de regard inquisiteur de Madame Chantal. Cette maison était à moi. Cette vie était à moi. La sensation de m'être enlevé un poids de dessus était si rafraîchissante que je voulais rire aux éclats. Mais je ne savais pas encore que l'avidité humaine, lorsqu'elle n'est pas satisfaite, se transforme en une cruauté lâche. La vraie guerre venait de commencer. Le lundi matin, Paris m'a accueilli avec un ciel gris et une pluie fine. Le froid caractéristique du début de l'hiver s'infiltrait à travers les couches de vêtements. Je suis entrée dans le hall du gratte-ciel de bureau de la Défense où se trouvait mon entreprise. Les murmures sur le mariage de samedi étaient sûrement déjà arrivés aux oreilles de mes collègues, mais je m'en fichais. En tant que femme qui avait construit sa carrière de zéro jusqu'à atteindre la direction générale d'une grande multinationale, j'avais suffisamment de caractère pour séparer clairement ma vie privée de mon professionnalisme. Je me suis préparé un double expresso. Amer mais nécessaire pour me réveiller. Je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai commencé à traiter les centaines d'emails en attente. Tout semblait être sous contrôle et suivre son cours normal. Mais j'avais sous-estimé l'effronterie de ceux qui n'ont aucune honte. Dans la vie, les plus dangereux ne sont pas les méchants, mais ceux qui sont avides et qui aiment en plus se faire passer pour des victimes. À 10 heures précises, alors que j'étais en visioconférence avec la délégation de Lyon, on a frappé à la porte de mon bureau avec insistance. Mon assistante Sophie, pâle comme un fantôme, est entrée précipitamment, la voix tremblante. « Hélène, descends à la réception tout de suite. Il y a des membres de ta famille qui font un scandale. Ils crient et pleurent. Les agents de sécurité ne peuvent pas les expulser parce qu'ils se sont jetés par terre en tapant des pieds. Enzriffen. Un de mes sourcils a légèrement tressailli. Ma famille à Paris. C'étaient mes parents et mes oncles. Tous des gens cultivés et calmes. Ils ne viendraient jamais dans mon entreprise se jeter par terre. Un mauvais pressentiment m'a traversé l'esprit. J'ai fermé l'ordinateur portable d'un coup, le visage inexpressif. Et je suis sortie du bureau à grandes enjambées. Juste en arrivant dans le couloir de la zone de réception, un son strident et chaotique a frappé mes tympans. Une odeur de parfum bon marché, mélangée à l'odeur d'humidité des imperméables, remplissait l'air. Au milieu de l'espace luxueux et calme aux murs de verre étincelant de la multinationale, Madame Chantal était assise sur le sol en marbre. Les jambes étirées, frappant le sol avec ses mains, elle portait un survêtement à fleurs criards et avait les cheveux bouclés en bataille. Et à côté d'elle, ce ne pouvait être que lui. Il y avait Julien, le lâche que j'avais failli appeler Marie, debout, recroquevillé, avec un visage de circonstance, portant de temps en temps la main à ses yeux comme s'il souffrait beaucoup. « Oh, mon Dieu, regardez ce qui se passe !» criait Madame Chantal d'une voix perçante qui résonnait dans tout le hall, poussant des dizaines d'employés d'autres départements à passer la tête pour regarder. Une si grande entreprise qui donne asile à une vipère, à une fille de joie ingrate. Où est Hélène? Si tu es si courageuse, montre ton visage. Tu as trompé mon fils. Tu as couché avec lui tout ce que tu voulais, et le jour du mariage, tu le jettes à la rue. Bien sûr. Maintenant que tu as trouvé mieux, tu méprises ma famille parce que nous sommes pauvres et tu veux partir avec un directeur de cette entreprise. N'est-ce pas? Oh, mon pauvre fils. Si bon qu'il est. Et cette gamine l'a trompé sentimentalement et financièrement, traînant le nom de ma famille dans la boue. Enford, tout en criant avec des larmes et de la morve. Elle interprétait le rôle d'une pauvre mère âgée, piétinée par une arriviste, de manière magistrale. Julien, à ses côtés, lui tirait le bras en feignant de murmurer « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Les gens vont se moquer. Si l'amour est fini, eh bien voilà, j'assume la perte. Osme, sincèrement,
S'il y avait un Oscar pour l'interprétation comique la plus éhontée de l'année, je paierais moi-même le trophée pour ces deux-là. Ils utilisaient la tactique des gens sans éducation. Faire un scandale pour se faire passer pour des victimes. Ils prétendaient utiliser la pression de l'opinion publique et l'honneur au travail pour m'enfoncer, pour m'obliger par honte à baisser la tête, à demander pardon, à négocier ou au moins à leur donner une somme d'argent pour qu'ils se taisent. Ils pensaient qu'une femme de mon âge, cadre dans une grande entreprise et très fière, prendrait peur devant cette scène d'humiliation publique. Je suis restée debout, les bras croisés, appuyée contre le mur de verre. À environ 3 mètres d'eux, mon regard était froid et calme comme un lac en hiver. Observant leur théâtre, je n'étais pas pressée de parler, et je ne montrais aucune panique. Je voulais voir jusqu'où allait la limite de leur effronterie. Quand Madame Chantal m'a vue apparaître, ses yeux ont brillé d'un triomphe extrême. Elle pensait que j'étais tombée dans le piège. Elle a bondi sur ses pieds, s'est ruée vers moi, et, avec son index grassouillet, orné d'une bague en or ostentatoire, elle m'a pointé le visage, reprenant ses cris, avec un volume double. La voilà, regardez son visage. Après avoir fait ses saletés et trahi mon fils, elle reste là tranquille comme si de rien n'était. Rend l'honneur à Julien et dédommage ma famille pour le préjudice moral tout de suite. Sinon, je viendrai ici tous les jours faire un cirque. On verra si cette entreprise ose garder une employée immorale et aux mœurs légères comme toi. Sophie, mon assistante, était derrière moi, sur le point de pleurer de rage. Elle allait répliquer, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. J'ai lissé ma veste et j'ai fait un pas en avant. Mon talon a frappé le sol avec un son sec et froid. Le son, bien que faible, avait l'autorité de celle qui contrôle la situation. J'ai regardé directement Madame Chantal dans les yeux et un sourire de mépris absolu s'est dessiné au coin de mes lèvres. « Vous avez fini votre représentation ?» Ma voix a résonné, ni forte ni faible, sans crier. Mais chaque mot tombait comme un glaçon lancé directement à son visage. « Oui, vous avez fini votre théâtre. Écartez-vous un peu. Ne salissez pas le sol de mon entreprise avec votre salive. » Aminanzwo. Madame Chantal s'est étranglée. Son visage, rouge à force de crier, s'est soudainement figé. Elle ne s'attendait pas à ce que je réagisse avec autant d'indifférence et de cruauté. Elle allait ouvrir la bouche pour continuer à insulter. Mais j'ai levé la main pour regarder ma montre, et mon regard a dévié vers Julien, qui restait tête baissée, jouant le rôle de l'homme blessé. « Et toi ?» ?»« Julien ?» ai-je dit d'une voix grave, chaque mot aiguisé comme une lame coupant la peau. « Tu amènes ta mère ici pour exiger un dédommagement ?»« Un dédommagement pourquoi ? Pour ta tentative ratée de me voler mon attique de 1 million d'euros ? Ou un dédommagement parce que j'ai refusé de lâcher 2 000 euros par mois pour entretenir ta sœur qui est une fainéante finie ? Es-tu un homme ou une sangsue enveloppée dans un chiffon ? » Mes mots n'ont pas eu besoin de beaucoup de volume. Mais ils ont été suffisants pour que tous les employés autour les entendent clairement. Les murmures ont commencé à changer de direction. Les regards curieux se sont transformés en regards de dégoût dirigés vers la mère et le fils. Julien a sursauté. Son visage pâle est devenu rouge de honte. Il a reculé d'un pas, les yeux écarquillés, et a balbutié. « Hélène, parle avec respect. Nietsalom nie pas. Nietsalom nie pas. » Oh, j'ai ri à voix haute. Un rire acide. Pour que tu le saches, dans cette entreprise, les gens travaillent avec leur cerveau, pas avec des larmes de crocodile. Inzation. À ce moment-là, depuis le couloir de gauche, Madame Dubois, directrice des ressources humaines et vice-présidente de la filiale, est apparue. Madame Dubois, qui avait plus de 50 ans, était connue comme une dame de fer dans le monde des affaires. Astucieuse, juste et extrêmement protectrice envers ses employés, elle portait un tailleur noir impeccable, était maquillée de façon sophistiquée et marchait d'un pas ferme, avec une présence imposante. Derrière elle se trouvait le chef de la sécurité du bâtiment et 3 vigiles grands et forts. Madame Dubois s'est arrêtée juste devant Madame Chantal, a croisé les bras
et à balayer d'un regard de mépris de haut en bas la vieille comédienne qui restait bouche bée. Je suis la directrice de cette entreprise. Que se passe-t-il ici? Pourquoi faites-vous ce scandale dans nos locaux privés? La voix de Madame Dubois était calme, mais incroyablement ferme. Madame Chantal, voyant apparaître une patronne importante, a pensé avoir trouvé une bouée de sauvetage. Alors elle s'est frappée la cuisse et s'est assise par terre, prête à continuer son théâtre de pleurs. Oh, Madame la directrice, il faut nous rendre justice. Votre employée est une escroc? Elle. Taisez-vous, a crié Madame Dubois avec froideur, faisant fermer la bouche de Madame Chantal d'un coup sec. Les sanglots se sont bloqués dans sa gorge. Vous vous croyez au marché de votre quartier? Vous dites qu'Hélène est une escroc? Hélène travaille avec moi depuis 10 ans, depuis qu'elle était stagiaire jusqu'à atteindre la haute direction. Toute cette entreprise, c'est mieux que vous quelle est son éthique, combien elle gagne et quelles sont ses capacités. Offrain. Madame Dubois a fait un pas en avant et a planté son regard acéré comme un couteau de boucher directement dans le visage de Julien. Et vous, en tant qu'homme, au lieu de travailler, vous venez aider votre mère à faire un numéro dans l'entreprise d'une femme? Samedi, j'étais au mariage. Et des gens des ressources humaines aussi. Ces 3 conditions pour voler éhontément cette jeune femme ont été entendues sur scène. Des centaines d'invités les ont entendues. Vous avez besoin que je demande la vidéo pour que vous la voyiez? Vous n'avez pas pu la voler et maintenant vous venez ici pour mordre? Tout le hall s'est exclamé de surprise. Les mots de Madame Dubois ont été comme un coup de marteau sur le visage hypocrite de Madame Chantal et de son fils. Les murmures se sont transformés en insultes publiques. Le directeur marketing, un homme blagueur, n'a pas pu s'empêcher de dire à voix haute: « Mon Dieu! Alors il voulait plumer notre boss. Avec cette tête de bon garçon qu'il a, et il s'avère que c'est un parasite. Hélène a bien fait de le quitter. Ramener ce fardeau à la maison. Ce serait la ruine. » La chef comptable s'est également jointe en lançant à Madame Chantal un regard de dédain. « Madame, rentrez chez vous faire du théâtre. Dans cette entreprise, il y a des gens éduqués. Personne ne croit à vos larmes de crocodile. Vous essayez de faire chanter Hélène. Vous vous êtes trompé d'endroit. Ah Dieu. Julien, totalement humilié. Il voulait seulement que la terre l'engloutisse. Il a tiré brusquement sur la manche de Madame Chantal et a sifflé entre ses dents: « Maman, lève-toi. On s'en va. Pourquoi tu restes là? Pour qu'il continue à t'insulter en face? » Mais Madame Chantal, avec sa nature avide et obstinée gravée au fer rouge, a essayé de résister pour sauver un dernier reste de dignité. Elle l'a bondi, a mis ses mains sur ses hanches et nous a pointé du doigt. Madame Dubois et moi? Ah, bien sûr. Vous vous couvrez les arrières les unes les autres. Vous abusez parce que vous êtes plus nombreuses et que vous avez de l'argent, et c'est pour ça que vous méprisez les gens. N'est-ce pas? Eh bien, sachez une chose. Si Hélène ne dédommage pas ma famille, je vais tout publier sur Internet. Je vais tellement la couler qu'elle ne pourra plus relever la tête. Enzenda. J'ai soupiré et secoué la tête. J'avais perdu patience. Chef de la sécurité. Madame Dubois n'a même pas pris la peine de discuter davantage. Elle a fait un signe du menton vers les gardes. L'entreprise n'a pas l'obligation de recevoir des personnes sans autorisation. Accompagnez ces 2 personnes hors du bâtiment. S'ils résistent, appelez directement la police nationale pour trouble à l'ordre public. And so way. Les 3 gardes de sécurité se sont avancés immédiatement, sans un mot. Chacun a attrapé un bras de Madame Chantal et de Julien et les a traînés avec détermination vers la porte tournante en verre. Madame Chantal se débattait désespérément. L'une de ses chaussures à talons bon marché a volé et atterri sur le sol, pendant qu'elle ne cessait de hurler des insultes. « Lâchez-moi. Salaud !» Hélène. « Attends. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu vas voir. » Julien, grimaçant, se couvrait le visage avec ses mains par peur que les gens dans la rue le prennent en photo et marchait recroquevillé comme un chien battu. Les cris de Madame Chantal se sont estompés jusqu'à disparaître lorsque la lourde porte en verre du bâtiment s'est fermée.
Le hall a retrouvé son silence habituel. J'ai regardé les silhouettes ridicules de la mère et du fils expulsé dans la rue, et une immense sensation de chaleur et de gratitude m'a envahi. Je me suis tournée vers Madame Dubois, et j'ai légèrement incliné la tête. Pardonnez-moi, Madame Dubois. Je suis désolée que mes affaires personnelles aient affecté l'environnement de travail de l'entreprise. Hansé. Madame Dubois m'a tapoté l'épaule. Son sourire sérieux d'avant s'était transformé en la compréhension et la gentillesse d'une grande sœur. De quoi dois-tu t'excuser? Dans la vie d'une femme, il y a toujours des moments où l'on marche dans la boue. L'important est de savoir s'essuyer les pieds et d'aller de l'avant. Heureusement que tu t'en es rendu compte à temps. Si tu avais laissé entrer ce parasite chez toi, 10 ans de tes efforts seraient partis à l'égout. Oh laisse. Tout le monde au travail. Les gens se sont dispersés, non sans m'avoir adressé des encouragements. Je suis retournée à mon bureau et j'ai fermé la porte. Le bouclier protecteur de mes collègues et l'environnement professionnel m'avaient aidé à repousser la première attaque sale de la famille de Julien, mais au fond de mon intuition, je savais que la dernière phrase de Madame Chantal n'était pas une menace en l'air. L'avidité de ces gens s'était transformée en haine, et la haine des personnes mesquines s'accompagne toujours des tactiques les plus lâches. Plusieurs mois ont passé. Le dur hiver parisien avait laissé place aux pluies douces du printemps. Ma vie reprenait peu à peu son cours émotionnel après la trahison et le calcul lâche de Julien qui ne m'avait pas abattu. Au contraire, ils avaient été comme un vaccin puissant qui m'avait rendue plus dure, plus froide et plus réaliste que jamais. Je me suis plongée dans le travail. Travaillant jour et nuit sur de grands projets de la multinationale. L'argent sur mon compte augmentait. Je m'accordais des séances de spa et des dîners dans des restaurants de luxe. Sans homme, je continuais à vivre comme une reine dans mon propre royaume. Et puis Alexandre est apparu. Son apparition n'a rien eu de dramatique ou de romantique comme dans un film. Elle a été extrêmement naturelle. Sèche, avec une forte odeur d'affaires. Mon entreprise négociait la fourniture d'un système de sécurité intelligent pour un projet immobilier de luxe dans la banlieue chic de Neuilly-sur-Seine. Alexandre était le directeur exécutif du promoteur immobilier, le contact direct avec qui je devais traiter. La première fois que je l'ai vu dans la salle de réunion, mon impression d'Alexandre a été celle d'un homme de plus de 40 ans, avec une chemise bleu marine retroussée jusqu'au coude, sans cravate, un visage anguleux et des yeux profonds et sereins. Très différent de ces hommes qui aiment frimer dans le monde des affaires, Alexandre parlait très peu. Mais chaque phrase qu'il prononçait était pointue et allait droit au but. Il n'avait pas cette attitude servile et faussement flatteuse de Julien. D'Alexandre émanait une sorte d'aura calme et solide, comme un chêne centenaire qui a surmonté de nombreuses tempêtes et tient toujours debout. Le projet a duré plusieurs mois. Nous avons dû nous réunir continuellement. Des réunions tendues sur le chantier. Plein de poussière, jusqu'aux négociations de contrats jusque tard dans la nuit, dans des cafés vides. Peu à peu, les conversations ont cessé de se limiter aux chiffres. Aux plans ou aux procès-verbaux de réception. Un soir fin avril, après avoir clôturé la dernière annexe du contrat, nous sommes restés dans un petit café de la rue de Rivoli. Je venais de subir une violente crise de maux d'estomac pour avoir bu trop de café noir et avoir sauté un repas. J'étais voûtée, m'agrippant le ventre, le front en sueur. Quand j'ai levé les yeux et vu qu'Alexandre posait devant moi une tasse de camomille au miel fumante et un croissant chaud, « Bois ça pour calmer ton estomac », a dit Alexandre avec naturel. Son regard ne montrait pas de pitié. Mais la subtilité de quelqu'un d'expérimenté. Être une femme indépendante ne signifie pas que tu doives te torturer. Gagner de l'argent sert à vivre, pas à se suicider. Imento. Sa courte phrase m'a fait sursauter. Pendant 8 ans, je m'étais toujours forcée à être une femme forte, à gagner de l'argent, à acheter ma maison et à m'occuper de moi-même. Julien m'avait vue avec des maux d'estomac. Mais il disait seulement « Tiens bon. Chérie, bientôt on achètera la voiture. » Il considérait mon sacrifice comme quelque chose de naturel pour servir notre avenir commun, qui en réalité était pour servir sa famille. Mais Alexandre voyait l'épuisement derrière ma carapace parfaite. J'ai commencé à m'ouvrir à Alexandre. Des déjeuners rapides,
des messages pour demander comment ça allait. Il était présent sans être étouffant, mais toujours au bon moment. Nous parlions de la vie, de la philosophie d'entreprise, et parfois de nos échecs. Quand j'ai raconté à Alexandre l'histoire de mon mariage raté avec la famille de Julien, en utilisant un ton sarcastique et distant, je pensais qu'il me jugerait ou ressentirait de la pitié. Mais non, Alexandre a simplement écouté en silence, faisant tourner son verre, puis il a souri et a dit « En fait, tu devrais remercier cette sorcière de belle-mère. Si elle n'avait pas été assez avide et stupide pour montrer sa vraie nature sur scène, tu serais peu être en train d'entretenir 3 parasites aujourd'hui. Laisse les ordures partir avec le courant. L'eau fraîche arrivera. Mike. » La façon dont Alexandre voyait les choses m'a fait me sentir incroyablement soulagée. À ses côtés, je n'avais pas à faire d'efforts pour prouver quoi que ce soit, ni à m'inquiéter de savoir s'il profiterait de mon argent, car il était lui-même une personne de grand succès. La chaleur et la maturité d'Alexandre étaient comme une brise nouvelle qui dissipait lentement les derniers nuages sombres de mon âme. Mon cœur, qui semblait s'être congelé sous plusieurs couches d'acier, a commencé à battre avec une véritable émotion. Nous avons commencé à sortir ensemble, une relation de 2 adultes sans bruit, sans ostentation, mais profonde et compréhensive. Mais la vie n'est pas une ligne droite de couleur rose. Alors que je profitais de la paix et commençais à construire un nouvel avenir, les fantômes du passé ont commencé à sortir de l'ombre, montrant les dents, essayant de me traîner dans la boue une fois de plus. Tout a commencé avec des signaux macabres. Si petits qu'au début j'ai pensé que c'était des incidents fortuits de la vie urbaine, c'était un matin de la mi-mai. Je suis descendue au garage du bâtiment pour prendre ma Mercedes pour aller travailler. Dès que j'ai démarré, le système d'alerte de pression des pneus sur le tableau de bord s'est allumé en rouge. Le pneu arrière du côté passager était complètement dégonflé. Agacé, j'ai appelé l'assistance pour qu'il change la roue. En l'examinant attentivement, ils ont découvert un clou rouillé de 3 cm enfoncé profondément dans la bande de roulement. J'ai seulement claqué de la langue, pensant que j'avais joué de malchance et roulé sur un clou sur le chantier la veille. Mais 3 jours plus tard, l'incident s'est répété. Cette fois, ce n'était pas un clou sur la route, mais le pneu avait une longue entaille d'un empan juste sur le flanc, près de la jante. Je m'étais garé un instant devant un salon de manucure pour récupérer quelque chose. Le coupable avait agi très vite. Dans les 15 minutes où je l'avais quitté des yeux, le pneu coûteux était devenu inutilisable. Ensuite, les appels anonymes sont arrivés. Au début, c'était en fin de journée. Puis la fréquence a augmenté. Et ils sont passés à minuit, à 2 heures du matin, alors que j'étais plongée dans un sommeil profond après une journée épuisante. Le téléphone a sonné. Le son de la sonnerie dans le silence de la nuit était effrayant. J'ai répondu à moitié endormie. L'écran affichait seulement numéro masqué. Allô? De l'autre côté de la ligne, il y avait le silence. Pas de voix humaine. Juste une respiration lourde et des bruits de fond, comme le frottement d'un tissu synthétique. J'ai froncé les sourcils et j'ai redemandé « Qui est-ce » La respiration lourde continuait. Puis un long bip a coupé l'appel. La nuit suivante. Même scénario. À 3 heures du matin. Un appel. Cette fois, mêlé à la respiration. Il y avait un petit rire gutturale, aigu. Très bas, comme s'il sortait d'entre les dents, qui m'a donné la chair de poule. J'ai raccroché et activé le mode « Ne pas déranger » pour ne recevoir que les appels de mes contacts. Mais le harcèlement ne s'est pas arrêté au monde virtuel. J'ai commencé à sentir qu'on me suivait, que ce soit quand j'allais au supermarché, manger avec des collègues, ou en conduisant sur des tronçons de route solitaires. Dans le rétroviseur, j'entrevoyais toujours la silhouette de quelqu'un avec un casque intégral et des vêtements sombres sur un vieux scooter. Me suivant à une distance prudente, à chaque fois que je m'arrêtais sur le bas-côté, ou que je m'arrêtais exprès pour vérifier, la moto tournait brusquement dans une ruelle et disparaissait sans laisser de traces. Une atmosphère tendue et étouffante a commencé à envahir ma vie. La fatigue psychologique érodait mon énergie chaque jour. Une femme, aussi forte soit-elle,
lorsqu'elle fait face à des attaques invisibles et lâches dans l'ombre, ne peut s'empêcher de se sentir en insécurité. Mon intuition de femme d'affaires expérimentée me disait que ce n'était pas une blague d'enfant, ni une simple tentative de vol. Quelqu'un voulait me terroriser. Il voulait que je vive dans la peur et la panique constante, et dans ce pari, les seuls avec assez de haine, de temps libre et de bassesse pour faire une chose pareille, n'étaient autres que cette famille misérable avec laquelle j'avais rompu des mois auparavant. Madame Chantal et son fils. J'ai décidé de ne pas rester silencieuse et d'endurer. J'ai raconté tout cela à Alexandre lors d'un dîner. Contrairement à l'indignation habituelle des autres hommes, Alexandre ne s'est pas mis en colère précipitamment. Il a posé sa fourchette, s'est essuyé la bouche, et ses yeux ont brillé de la ruse d'un vieux loup des affaires. Ce sont des chiens acculés. Comme ils n'ont pas pu manger. Ils veulent renverser l'assiette. Ou ils essaient de te pousser à la panique pour te manipuler facilement, a analysé Alexandre d'une voix calme. Tu ne peux pas appeler la police maintenant. Dénoncer des crevaisons ou des appels anonymes, sans preuve concrète, ne servira à rien. Ils prendront juste note et classeront l'affaire. Si tu les effraies maintenant, ils se cacheront mieux et lanceront des attaques plus sales. And we do. Alors que dois-je faire? Les laisser me terroriser comme ça pour toujours? J'ai froncé les sourcils. Alexandre a tendu la main au-dessus de la table, a pris ma main, qui était un peu froide, et l'a serrée doucement. Plus tu seras nerveuse, plus ils seront contents. Ils veulent jouer à cache-cache dans le noir? Très bien. Nous allons braquer un projecteur sur eux. J'ai un plan. Over this action. Mais avant que nous ayons pu mettre en œuvre le plan du projecteur, ceux qui se cachaient dans l'ombre ont bondi dans la lumière d'eux-mêmes, avec la scène de jalousie la plus répugnante à laquelle j'ai jamais assisté. Ce soir-là, Alexandre avait réservé une table dans un restaurant français de luxe, situé sur le toit d'un hôtel 5 étoiles au centre de Paris, près du boulevard Haussmann. La lumière chaude des lustres en cristal et le son mélodieux d'un violon créaient une ambiance romantique. Je portais une robe en soie bordeaux et les cheveux détachés sur les épaules. Et je souriais en trinquant avec Alexandre, avec un verre de vin rouge. Tout était si idyllique et calme que j'en avais momentanément oublié le harcèlement misérable des dernières semaines, juste au moment où le serveur venait de poser sur notre table une assiette de filets de bœuf grillé qui sentait merveilleusement bon. Un chahut à l'entrée du restaurant a brisé toute l'atmosphère sélecte. « Grazie. Rends sa jeunesse à mon frère. » Une voix féminine, perçante et stridente a résonné, déchirant la musique du violon. Je me suis sursautée et je me suis retournée. Croisant le regard surpris et agacé des autres convives, 2 silhouettes se précipitaient vers notre table, repoussant le responsable du restaurant qui essayait de les arrêter. C'était Madame Chantal et Lucie. Mon Dieu! Elles étaient habillées de façon négligée. Madame Chantal portait un chemisier froissé et Lucie portait un short et un t-shirt bon marché. Dans sa main, Lucie tenait un grand verre d'eau, sûrement pris au bar à l'extérieur. Leur visage était plein d'une fureur meurtrière, les yeux injectés de sang, comme des bêtes affamées qui trouvent enfin une proie déchiquetée. Elle m'avait sûrement suivi depuis l'entreprise jusqu'ici. Avant que je puisse me lever, Lucie s'est ruée et m'a jeté le verre d'eau directement dessus. L'eau m'a frappé au visage, trempant la moitié de ma poitrine et ma coûteuse robe en soie. « Gamine !» a crié Lucie en me pointant du doigt au visage. « Tu étais la fiancée de mon frère ? Tu l'as laissé tomber pour partir avec ce vieux. Dans l'entreprise, tu fais la sainte et dehors. Tu couches avec des étrangers pour de l'argent. » Madame Chantal s'est jointe immédiatement. Elle se frappait les cuisses des 2 mains, avec des larmes et de la morve, et a commencé à jouer de nouveau sa pièce bien connue de victime en public. Oh, mon Dieu, regardez tous comment ma belle-fille a quitté la maison avec un autre homme. Mon fils l'aimait à la folie. Elle a pris tout l'argent de ma famille, et ensuite elle l'a fait cocu. Et cet homme qui est assis là, volant les femmes des autres, quelle effronterie. Tout le restaurant s'est agité. Les murmures ont commencé à se faire entendre. Des touristes étrangers à la table voisine ont froncé les sourcils. Agacés. Je me suis passé la main sur le visage pour enlever les gouttes d'eau froide qui ruisselaient. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait à cause d'une fureur extrême qui m'envahissait.
J'allais attraper mon verre de vin pour le jeter sur la bouche sale de ces deux-là. Mais une grande main chaude s'est posée sur mon épaule, m'arrêtant. C'était Alexandre. Il n'était ni nerveux, ni en colère impulsivement. Il s'est levé calmement, a sorti le mouchoir en soie de la poche de sa veste et m'a doucement essuyé l'eau du front et du cou. Ensuite, il a sorti son téléphone. S'est tourné vers le responsable du restaurant, qui suait à grosses gouttes à côté de lui. Sa voix était calme, mais chargée d'une autorité mortelle. Quel genre de sécurité avez-vous dans ce restaurant 5 étoiles pour laisser deux folles sans éducation entrer ici harceler des clients VIP? Je vous donne exactement 1 minute pour appeler la sécurité et jeter ces deux furies. Sinon, demain, les avocats de mon groupe déposeront plainte contre cet hôtel pour ne pas avoir garanti la sécurité de ses clients. Wisennoy, le responsable, Pal, a immédiatement appelé par talkie-walkie, réclamant la sécurité à corps et à cri, Madame Chantal, voyant qu'Alexandre non seulement n'avait pas honte, mais montrait du mépris. S'est jeté pour essayer de l'attraper par le col de sa chemise. Vieux misérable. Tu couvres celle-là? Tu crois que je ne suis pas capable de détruire cette table? Détruisez-la. Un sourire Alexandre. Un sourire froid jusqu'aux os. Il a sorti son portefeuille, a pris une épaisse liasse de billets et l'a jetée sur la table. Cassé une assiette et je la paie au restaurant. Mais si vous me touchez d'un doigt, je vous assure que demain, toute votre famille sera à la rue pour délit de coups et blessures et pour diffamation. Il y a 4 caméras pointées sur votre visage. Vieille stupide. Insoliteri. Les mots d'Alexandre ont été comme un seau d'eau glacé sur la tête de Madame Chantal. Elle s'est arrêtée nette, la main tremblante en l'air. Lucie a également pâli. Jetant un coup d'œil furtif aux caméras au plafond, la nature de ceux qui attaquent dans le dos est extrêmement lâche lorsqu'ils sont confrontés à la loi et au pouvoir réel. À ce moment-là, 6 agents de sécurité de l'hôtel sont arrivés en courant, grands et en uniforme noir. Sans ménagement, ils ont tordu les bras de Madame Chantal et de Lucie dans le dos. « Lâchez-moi. »« Salaud. »« Hélène. Attends un peu. Je vais raconter au monde entier qui tu es vraiment, » hurlait Lucie à son égosillé pendant qu'il la traînait vers l'ascenseur. Madame Chantal se débattait comme un cochon qu'on attache. Proférant des insultes sans queue ni tête, le restaurant a mis quelques minutes à retrouver son calme. Le responsable ne cessait de s'incliner, en nous demandant pardon, nous offrant le dîner gratuitement et nous offrant une bouteille de vin de premier choix. Alexandre a fait un geste de la main et m'a approché la chaise pour que je m'assoie et m'a mis sa veste sur mes épaules mouillées et froides. « Tu vas bien ?» a demandé Alexandre avec un regard inquiet, mais très ferme. « Je vais bien. » J'ai serré les poings, grinçant des dents. Mes yeux brillaient d'un regard tranchant et cruel. Mais elles vont avoir de graves problèmes. J'ai assez supporté. Il est temps d'écraser ce nid de vipères. Alexandre. Ozobe. Alexandre a hoché la tête. Et un sourire dangereux s'est dessiné au coin de ses lèvres. Notre silence à ce moment-là était le calme avant la tempête, nous préparant pour un coup impitoyable et définitif. Après que le scandale au restaurant a été étouffé de façon humiliante, j'ai pensé que Madame Chantal et sa fille auraient peur et se retireraient. Mais non. Cette vieille et sa fille paresseuse ont changé de front de bataille. Elles ont compris que m'attaquer directement dans des lieux sécurisés et avec des caméras, c'était se tirer une balle dans le pied. Elles ont donc eu recours à l'arme la plus lâche et la plus sale de l'ère numérique. Les réseaux sociaux, les griffes de ceux qui se cachent derrière un clavier, ont commencé à attaquer, quelques jours après la tentative d'agression. Mon téléphone a commencé à vibrer tôt le matin. Ce n'étaient pas des messages de travail, mais une avalanche de notifications, de tags et de partages d'amis, et de quelques collègues proches. Sophie, mon assistante, m'a envoyé un tas de captures d'écran avec un message paniqué. Hélène, quelqu'un joue sale avec toi dans les plus grands groupes de potins. Regarde ça tout de suite. Enfremos. J'ai froncé les sourcils et j'ai cliqué sur le lien que m'a envoyé Sophie. Un très long article dans des groupes de type Potin France et Les Mictos à découvert, en pièces jointes. Il y avait une photo volée d'Alexandre et moi sortant du hall de l'entreprise.
L'angle était flou, mais suffisant pour que les connaissances nous reconnaissent. Le titre de l'article était en majuscules rouges, sentant le piège à clic à plein nez, le vrai visage de la cadre supérieure qui feint la pauvreté pour chasser le riche. En dessous, il y avait une histoire inventée de manière éhontée. Si parfaite que si je n'en étais pas la protagoniste, même moi je l'aurais cru. L'article disait que j'étais une croqueuse de diamants inversés, qui faisait semblant d'aimer un ingénieur bon et humble. Julien, pendant des années pour profiter des soins de sa famille. Puis, quand le mariage approchait, j'avais séduit un riche directeur. Alexandre. J'aurais donc monté de toutes pièces la scène où je jette l'eau et insulte la belle-mère sur scène pour avoir une excuse légitime et courir après l'amant. Même ce faux compte. Un nouveau profil appelé Rose Épine. Jurais que je m'étais traînée en demandant pardon à la famille du marié. Mais comme il ne m'avait pas pardonné, j'étais devenue folle et j'avais commencé à attaquer. Je suis descendue aux commentaires. Les réseaux sociaux sont une volée de vautours assoiffés de sang, des milliers de j'aime, de partages et des dizaines de commentaires, me maudissant et m'insultant avec les mots les plus vulgaires. Les femmes comme ça, il faudrait les tondre à ras. Pauvre Marie cocu. Heureusement qu'il s'est débarrassé de cette gamine. Avec sa tête de Sainte-Nitouche, ça se voit que c'est une traînée de haut vol. Mof. Mon sang n'a fait qu'un tour. Mon cerveau brûlait. Mes tempes palpitaient. En plus de 10 ans dans le monde des affaires, je n'avais jamais eu à supporter ce genre de pression sale et dégoûtante. Les rumeurs malveillantes étaient comme un acide invisible qui attaquait mon honneur. Le prestige que j'avais mis toute ma jeunesse à construire. J'ai immédiatement fait des captures d'écran de tout, et j'ai sauvegardé les liens. Mes mains tremblaient de rage. J'allais appeler les avocats de l'entreprise pour qu'ils préparent une plainte à envoyer directement à la brigade de cybercriminalité. Juste au moment où je prenais les clés de la voiture pour sortir en courant, Alexandre a poussé la porte du bureau et est entré. Il a vu mon visage pâle et mes yeux injectés de sang, doucement. Il m'a pris les clés des mains et m'a fait asseoir sur le canapé. « Tu vas porter plainte à la police tout de suite ?»« C'est ça ?» a demandé Alexandre d'une voix calme, mais très acérée. « Je ne peux pas laisser passer ça. » J'ai grincé des dents. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait. Ils me calomnient. Ils salissent mon nom sur tous les forums. Avec quel visage vont me regarder mes collègues et partenaires? Je dois porter plainte pour diffamation et qu'ils aillent en prison. Zéri. Alexandre m'a servi un verre d'eau et me l'a donné. Il s'est assis en face avec un regard qui semblait transpercer mon âme. Tu vas porter plainte contre un faux profil nommé Rose Épine? La police mettra des mois à tracer l'IP, à envoyer des réquisitions à Facebook et à attendre une réponse. Pendant ce temps, demain, ils créeront un autre profil appelé Mauvaise Herbe. Et après-demain, un autre appelé Rose Noire pour continuer à t'insulter. Jusqu'à quand vas-tu poursuivre de faux profils? Je suis restée paralysée. La logique d'une personne d'affaires a commencé à revenir. Alexandre avait raison. Lutter contre des anonymes sur le net avec la justice ordinaire est une guerre longue et épuisante. Pour couper l'herbe, il faut l'arracher à la racine. Hélène. Alexandre a esquissé un sourire froid. Portez plainte à la police maintenant. C'est les alerter. Ils supprimeront les publications, élimineront les profils et feindront l'innocence. Nous devons rassembler tous leurs coups bas. Les crevaisons de pneus, les appels de harcèlement, les rumeurs, pour monter une véritable affaire pénale. Pour ça, nous avons besoin de preuves solides, et nous avons besoin d'un professionnel qui travaille dans l'ombre mieux qu'eux. Daphne. Tu l'as dit? Alexandre a sorti son téléphone et a composé un numéro. À l'autre bout, on a répondu rapidement. Alexandre a dit sèchement. Lefebvre. J'ai un travail pour toi. Le prix n'a pas d'importance. Le plus tôt sera le mieux. Je veux que tu balayes les 3 fantômes qui harcèlent ma petite amie. Hendefernay. Lefebvre, comme Alexandre l'a présenté plus tard, était un détective privé vétéran, issu de l'unité de renseignement criminel, qui avait pris sa retraite pour ouvrir sa propre agence d'enquête. Alexandre a passé à Lefebvre toutes les informations sur Julien, Madame Chantal,
Luce, les plaques d'immatriculation de leurs véhicules, leurs adresses, ainsi que les liens vers les publications diffamatoires et l'historique des appels anonymes. Ta mission maintenant est de garder le silence. Alexandre a pris ma main, me transmettant une force apaisante. Laisse-les aboyer. Laisse-les penser que tu as peur, que tu es effondré et que tu n'oses pas te défendre. L'ennemi est le plus facile à attraper quand il est confiant et devient arrogant. Commençons à tendre le filet. How do? J'ai hoché la tête et j'ai pris une grande inspiration. À partir de ce moment, j'ai mis de côté ma rage impulsive. Mon indignation s'est transformée en une arme froide et affûtée. Hélène était prête pour une partie de chasse, et ses vautours n'auraient aucune échappatoire. Il n'a fallu que 5 jours pour que Lefebvre, le détective privé au visage de dur à cuire et aux yeux d'aigle, frappe à la porte de mon bureau. Apportant avec lui une enveloppe de format A4 très épaisse, Alexandre et moi nous sommes assis face à lui. L'ambiance était tendue et lourde. Lefebvre a jeté le dossier sur la table, souriant avec suffisance, ses vêtements empestant le tabac. Je dois admettre que cette famille détient un record de temps libre et de bassesse. Patronne, a dit Lefebvre en claquant de la langue, tout en sortant des tas de photos en couleur et une clé USB de l'enveloppe. Mais ils sont idiots. Beaucoup de coups bas. Mais ils ont laissé des traces de la taille d'un éléphant. Loven. J'ai pris le premier tas de photos. Mes doigts se sont serrés jusqu'à en blanchir. La première photo était une capture de la caméra de sécurité d'un cybercafé dans une ruelle du quartier de Belleville, à seulement 2 rues de la maison de Julien. Sur la photo, Lucie était assise devant un ordinateur avec le visage caché par un masque, mais le t-shirt avec un dessin d'ours et le sac bon marché qu'elle portait d'habitude étaient indubitables. Joint à cela, il y avait un rapport de comparaison d'adresse IP que Lefebvre avait acheté à la compagnie de téléphone, qui correspondait parfaitement à l'heure de publication des posts diffamatoires contre moi sur les réseaux sociaux avec le faux profil Rose Épine. C'était cette gamine. Elle jouait à la justicière sur le net. Mais en réalité, ce n'était qu'un parasite caché derrière un clavier. Je suis passée au 2e tas de photos. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Une sensation de dégoût est montée dans ma gorge. C'étaient des photos extraites de caméras de circulation et de la caméra du garage de mon immeuble. Les nuits où mes pneus avaient été crevés et tailladés. Sous la lumière jaunâtre de 2 heures du matin, 2 silhouettes, avec des imperméables et des capuches, circulaient sur un vieux scooter. À un moment donné, la moto est passée sous un lampadaire et le visage du conducteur a été mis à découvert. Julien, l'homme à qui j'avais failli confier ma vie, était accroupi, plantant furtivement un cutter dans le pneu de ma voiture, pendant que sa chère mère, Madame Chantal, était assise à l'arrière pour faire le guet. À quel point est-ce pathétique? Un homme de 30 ans, sain et fort, au lieu d'utiliser ses capacités pour gagner de l'argent et prospérer, choisissait de se lever au milieu de la nuit, d'emmener sa mère crever les pneus de son ex-petite amie pour une vengeance mesquine. La lâcheté de Julien ne se limitait pas à s'accrocher aux jupes de sa mère pour demander de l'argent. Elle avait dégénéré en une bassesse incurable. Enfin, une liste détaillée d'appels. Lefebvre a pointé du doigt les numéros marqués d'un feutre jaune fluo. J'ai tracé les numéros anonymes qui vous appelaient à minuit. Ce sont tous des cartes SIM prépayées, non enregistrées. Cependant, ces génies ont utilisé ces mêmes SIM pour enregistrer de faux comptes WhatsApp et de temps en temps appeler pour commander de la nourriture à domicile via Deliveroo à l'adresse de Madame Chantal. Lefebvre a souri avec sarcasme. Les données de localisation des antennes de téléphonie mobile confirment que ces appels anonymes ont été passés depuis la zone de leur domicile. Ils n'ont aucune échappatoire. Eduri Vestine. J'ai fermé les yeux et j'ai poussé un soupir. Tout était à découvert. Le voile de mystère du harcèlement psychologique s'était déchiré. Ce n'était autre que mes 3 vieux ennemis. Ils s'étaient alliés pour former une petite organisation criminelle familiale. L'une lançait, l'autre rattrapait. Bien décidé à m'enfoncer dans la boue, uniquement parce que je ne les laissais pas sucer mon sang. La sensation d'injustice, de peur et de confusion des dernières semaines a complètement disparu.
laissant place à un mépris absolu et à un désir de les broyer jusqu'à les réduire en poussière. J'ai rassemblé tous les papiers et je les ai poussés vers Alexandre. Le regard durci. Avec ces preuves, je peux déjà porter plainte à la police. N'est-ce pas? Les mettre en prison pour dégradation et diffamation. Oui. Alexandre s'est caressé le menton pensivement pendant quelques secondes. Puis, a secoué la tête en tapotant ses doigts sur la table. Ce n'est pas assez lourd. La voix d'Alexandre était froide, rayonnant de l'autorité de quelqu'un qui chasse de grosses proies dans les affaires, pour avoir détruit un pneu qui vaut quelques centaines d'euros. La police les convoquera, leur mettra une amende administrative et une indemnisation. Et c'est tout. Le délit de diffamation sur Internet avec ses preuves d'IP, tout au plus. Ce sera une amende et un avertissement. Ils diront qu'on a piraté leur compte. Ils auront juste honte. Ils n'iront pas en prison. Des cleaners. Alors que fait-on? On les laisse continuer avec leur tête d'innocents? J'ai serré les poings, enfonçant mes ongles dans mes paumes. Alexandre a esquissé un demi-sourire. Ses yeux ont brillé d'un regard dangereusement mortel. Il s'est penché en avant, a baissé la voix jusqu'à un murmure. Mais chaque mot est tombé comme une pierre tombale. Leur avidité n'a pas de fond. Hélène, ils t'attaquent, te diffament non seulement par rancune, mais le but ultime de ces sangsues est de te soutirer de l'argent. Ils veulent te coincer jusqu'à ce que tu doives lâcher de l'argent pour supplier qu'on te laisse en paix. Alors, pourquoi ne pas profiter du courant? Mettons-leur l'appât dans la bouche pour qu'ils mordent d'eux-mêmes. Le délit d'extorsion avec une grosse somme d'argent entraîne une peine de prison de 10 à 20 ans. Je suis restée paralysée. Un frisson m'a parcouru le dos. Mais il s'est immédiatement transformé en une excitation extrême. Exactement. Les enfermer quelques jours au commissariat n'est rien comparé au fait de les laisser pourrir en prison pendant 10 ans. Il fallait leur faire goûter la saveur du dicton qui trop embrasse mal étreint, qu'ils se noient dans le même puits de cupidité qu'ils avaient creusé. J'ai regardé profondément dans les yeux d'Alexandre et j'ai hoché la tête avec décision. Dans ce jeu, j'interpréterai le rôle de la proie la plus docile et la plus faible pour fermer moi-même la porte de la cage de ces bêtes sauvages. Le plan venait d'être tracé quand, comme par télépathie, les vautours ont pris contact de leur propre initiative. Pendant que je révisais les budgets de fin de mois, le téléphone a vibré. Un message texte du vrai numéro de Madame Chantal. Viens au bar Le Recoin. Au fond de la rue du 15. Tout de suite. Si tu ne viens pas, j'enverrai tout ce que j'ai à l'adresse de ton entreprise et à la famille de ton faux amant. Ne m'oblige pas à le faire. Oh oui. J'ai esquissé un demi-sourire. Ça y est. Le poisson commence à mordre à l'hameçon. J'ai transféré le message à Alexandre en ajoutant le mot « Action ». Puis j'ai pris mon sac. J'ai évité de me remaquiller exprès pour que mon visage paraisse pâle et fatigué. Et j'ai conduit jusqu'au lieu du rendez-vous. Le bar Le Recoin était un bouge avec un toit en tôle. Caché dans une ruelle profonde, humide, et avec une forte odeur de tabac. Ce genre de bar était généralement réservé aux chauffeurs VTC qui se reposaient à midi ou aux délinquants qui planifiaient leurs affaires. Ils avaient choisi cet endroit pour éviter les regards indiscrets et les caméras, ce qui démontrait la nature furtive de ceux qui font le mal. Dès que je suis entrée dans le bar, j'ai vu Madame Chantal et ses enfants assis dans le coin le plus éloigné. Derrière un pot de fleurs avec une plante fanée, Madame Chantal portait un chemisier à fleurs bon marché, les jambes croisées, bougeant le pied nerveusement. Julien était assis recroquevillé, avec une cigarette à moitié consumée entre deux doigts jaunâtres. Jetant des regards furtifs autour de lui, Lucie regardait son téléphone. En me voyant apparaître, elle a souri avec mépris et a donné un coup de coude à sa mère. Je me suis approchée. J'ai traîné une chaise en plastique qui a fait un bruit grinçant, et je me suis assise lourdement en face d'eux. J'ai baissé les yeux exprès. J'ai croisé les mains sur la table, interprétant à la perfection le rôle d'une femme mentalement épuisée, effrayée et extrêmement anxieuse. « Pourquoi m'avez-vous appelé ? Vous n'avez pas déjà assez détruit ma vie ?» ai-je dit en essayant de faire trembler ma voix. Rauque, comme si je voulais pleurer.
Madame Chantal s'est montrée visiblement satisfaite, a levé son menton grassouillet et a tapé une enveloppe en papier craft sur la table. Ouvre ça et regarde. Grazie. A-t-elle sifflé entre ses dents? Tremblante. J'ai sorti le contenu. C'étaient des photos. Les photos volées d'Alexandre et moi en train de dîner au restaurant l'autre jour, des photos d'Alexandre me prenant la main pour monter dans la voiture, et même des photos prises de loin d'Alexandre et moi entrant dans le hall de son immeuble de luxe. L'angle lointain et flou rendait très facile l'invention d'histoires sordides et d'immoralité. Vous m'avez suivi. J'ai fait semblant d'écarquiller les yeux. Reculant. Effrayé. Lucie a ri aux éclats. Un rire strident, comme un tissu qu'on déchire. Te suivre, on t'a juste prise en flagrant délit et par hasard. Tu joues à la grande patronne. Mais ta moralité pue. Tu annules le mariage avec mon frère un jour, et le lendemain tu couches déjà avec ce vieux riche qui pourrait être ton père. Tu crois que tu peux tromper quelqu'un? Julien a tiré une bouffée de sa cigarette et m'a recraché la fumée directement dessus, faisant le blesser. Mais en réalité, son ton empestait la menace d'un petit voyou minable. Hélène, franchement, je ne m'attendais pas à ce que tu sois ce genre de femme. Tu m'as trahi. Tu m'as humiliée devant ma famille. J'ai été déprimée pendant des mois. Maintenant tu profites de l'argent d'un autre, pendant que ma famille est la risée de tous. Ça te semble juste? J'ai baissé la tête et je me suis mordu la lèvre pour ne pas éclater de rire devant sa logique de misérable. Le parasite exigeant justice. Alors qu'est-ce que vous voulez? Dites-le clairement. Ai-je murmuré en feignant le désespoir. Madame Chantal s'est penchée en avant, avec des yeux injectés de sang, avide comme un loup qui voit de la viande. Tu es intelligente. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Si tu veux qu'on efface ces photos, qu'on arrête de te diffamer sur Internet pour que tu puisses continuer à être patronne et te marier avec un riche, tu dois dédommager ma famille pour les préjudices. Heinze. Elle a levé ses 5 doigts courts et grassouillets devant mon visage. 200 000, a-t-elle dit en marquant chaque syllabe. 200 000 euros, en espèces. C'est le dédommagement pour la jeunesse de Julien, pour les années qu'il a perdues à t'aimer, le dédommagement pour l'honneur de ma famille, parce que tu as osé annuler le mariage et faire un scandale, et de l'argent pour que Lucie aille étudier à Londres et refasse sa vie. Si tu nous donnes les 200 000, ma famille considérera que la dette est réglée. À partir de maintenant, chacun de son côté. Orsizé. J'ai écarquillé les yeux, feignant la surprise. 200 000 euros de dédommagement pour sa jeunesse? Vous êtes fou. Vous me faites chanter? Je n'ai pas autant d'argent. C'est un hélas passe. Ton faux amant là. Lucie a frappé la table en criant avec arrogance. Ne fais pas la pauvre. En vendant ton attique, tu en tirais 1 million. 200 000. Pour l'honneur d'une grande patronne. Plus l'honneur de ton amant. C'est très bon marché. Si tu ne l'apportes pas dès demain, j'imprimerai des milliers de copies de ces photos et je les distribuerai à la porte de ton entreprise pour que tes employés les voient. Je les posterai sur tous les plus grands groupes Facebook pour voir si la famille si traditionnelle de ton amant accepte une belle fille aux mœurs légères comme toi. Tu perdras tout. En entendant cela, j'ai commencé à me recroqueviller. Mes larmes, grâce à une interprétation magistrale due à la rage accumulée, ont commencé à couler. J'ai caché mon visage dans mes mains et mes épaules ont commencé à trembler. Des sanglots étouffés sortaient de ma gorge. En réalité, à l'intérieur de mon sac de marque qui était sur mes genoux, l'enregistreur microscopique de dernière génération que m'avait donné Lefebvre fonctionnait silencieusement, enregistrant chaque respiration et chaque menace éhontée des 3 vautours assis en face. Je vous en supplie. J'ai levé mon visage baigné de larmes. Ma voix était suppliante, faible comme un brin d'herbe face à la tempête. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez me frapper si vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne rendez pas ces photos publiques. La famille d'Alexandre. Ce sont des gens cultivés, traditionnels. Ses parents accordent beaucoup d'importance à l'honneur. S'ils l'apprennent, ils l'obligeront à me quitter. Je perdrai tout. L'entreprise me renverra aussi pour le scandale. Ozen. Madame Chantal.
en m'entendant supplier. Était si satisfaite qu'elle ne pouvait pas fermer la bouche. Elle s'est adossée à la chaise, a croisé les bras et les jambes, bougeant le pied avec arrogance. Le visage de supériorité de celle qui a le droit de vie ou de mort lui a fait oublier toute précaution. Tu vois, si tu avais été intelligente et avais cédé plus tôt, ça aurait été mieux. Non? Madame Chantal a ri entre ses dents. Les femmes comme toi. Je les connais bien. Vous aimez vous coller aux riches. Donc vous devez garder la façade propre. Je n'ai pas besoin de te frapper. Juste avec une petite poussée, tu restes sur la paille. Alors, tu comprends le prix de mépriser la famille Dupont? Julien, en me voyant pleurer, a de nouveau sorti sa nature lâche et sa fausse compassion. Il s'est penché en avant en essayant de toucher ma main. Mais je l'ai retirée, en feignant la peur. Hélène, je ne veux pas te coincer non plus. Julien a utilisé ce ton hypocrite qui donnait la nausée. Tu as juste à donner l'argent, et ma mère et Lucie effaceront tout. Nous promettons de ne plus jamais réapparaître devant toi. Vends l'attique ou emprunte à ton amant. 200 000, en échange de ta paix pour toute la vie, en échange de ton poste de patronne. Je crois que tu es assez intelligente pour savoir ce qui pèse le plus. Ansta, Lucia, tout en mangeant des graines de tournesol bruyamment, a plissé les lèvres et s'est jointe à eux. C'est ça? Pourquoi tu pleures? Tu as trompé mon frère. Ma famille demande seulement 200 000 de dédommagement. C'est même humanitaire. Ne me fais pas perdre patience, ou j'appuie sur le bouton envoyé, et tout le pays saura qui tu es. Inform you. Je me suis essuyé les larmes avec un mouchoir en papier, essayant de faire paraître ma voix aussi effrayée et désespérée que possible. Mais 200 000, c'est beaucoup d'argent. Je ne peux pas l'obtenir immédiatement. Mes économies sont dans des fonds d'investissement. J'ai besoin de temps pour les retirer. L'attique est hypothéquée. Il ne peut pas se vendre en quelques jours. S'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Ne me coulez pas. En ecclesis. J'ai ravalé le dégoût que je sentais dans ma gorge. Et j'ai continué à lâcher des mots humiliants pour nourrir leur avidité à l'extrême. Ils avaient mordu à l'hameçon profondément. Ils se sont regardés entre eux. Leurs regards se sont croisés, débordant de triomphe. Ils pensaient avoir trouvé mon point faible mortel. Ma carrière et mon honneur, devant ma future belle famille. Ils pensaient avoir complètement brisé ma volonté de résistance. Madame Chantal s'est éclaircie la gorge en faisant semblant de réfléchir, puis a tapoté ses doigts sur la table. Je ne suis pas quelqu'un sans cœur non plus. Tu as besoin de temps pour obtenir l'argent. C'est ça? D'accord. Je te donne exactement 1 semaine. D'ici à jeudi prochain, tu dois réunir les 200 000 euros et me les donner. Amen. Mais comment vais-je obtenir autant d'argent en espèces en 1 semaine? On peut faire un virement? J'ai fait semblant de marchander pour donner plus de réalisme à la conversation et obtenir plus de preuves de l'intention d'extorsion organisée. Pas de virement, a crié Julien soudainement, changeant de visage. Ils en avaient clairement beaucoup parlé, craignant qu'un virement ne laisse une trace électronique facile à enquêter par la police. 200 000 euros, en espèces. En billets de 500 euros, mis dans une mallette, et absolument pas un mot à la police. Si tu oses dire un mot aux flics, je publierai toutes les photos. Je ruinerai ton entreprise. Enforcing. J'ai hoché la tête en tremblant, me mordant la lèvre jusqu'au sang. Je le promets. Je ne préviendrai pas la police. Je vous demande seulement de tenir parole. Que quand vous recevrez l'argent, vous effacerez toutes les photos et me laisserez en paix. Information. Madame Chantal a bondi sur ses pieds, a attrapé son sac et a ordonné froidement. Jeudi prochain à 14 heures précises, apporte la mallette avec l'argent à l'auberge Le Moulin. En banlieue. Sur la route de la forêt de Rambouillet. C'est calme là, bas, et il est facile de faire l'échange. Souviens-toi de mes mots. Gamine. N'essaye aucun tour. Tu ne peux pas me battre. Oh, desplaint. Tladit. Les 3 sont sortis du bar. Non sans tourner la tête pour me lancer des regards de mépris et de satisfaction, comme s'ils venaient de gagner à la loterie. Je suis restée assise en silence pendant 5 minutes de plus.
Quand leurs silhouettes ont complètement disparu dans la ruelle, j'ai levé lentement la tête. J'ai sorti un mouchoir en papier et je me suis essuyé les fausses larmes de mes joues. Le coin de mes lèvres s'est recourbé, formant un sourire froid, cruel et plein d'intentions meurtrières. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai arrêté l'enregistrement. Le jeu est terminé. Stupide. Vous venez de signer la sentence de votre propre vie. Je suis sortie du bar. J'ai jeté le mouchoir trempé dans une poubelle et j'ai rejeté mes cheveux en arrière. Retrouvant ma posture fière et froide, Alexandre avait garé son gros SUV noir au bout de la ruelle et m'attendait. Dès que je suis montée dans la voiture, j'ai jeté le minuscule enregistreur de la taille d'un bouton sur le tableau de bord. « Comment ça s'est passé ?» a demandé Alexandre en cachant un sourire d'approbation au coin des lèvres. 200 000 en espèces. En banlieue. Sur la route de la forêt de Rambouillet. Jeudi prochain. Ai-je répondu sèchement avec un ton froid, mais qui cachait la vivacité d'une épée fraîchement dégainée. Toutes les menaces et l'exigence d'argent liquide sans virement sont dans cet appareil. Où allons-nous maintenant ? Alexandre a démarré le moteur. La voiture s'est mise en marche lentement et s'est intégrée dans la circulation dense de Paris. Nous allons voir un vieil ami à moi, capitaine de la police judiciaire. Annie Despron. Il était l'heure de mettre tout cela en lumière. 30 minutes plus tard, nous étions dans le bureau de la police judiciaire de l'arrondissement. L'air dans le bureau était chargé d'une odeur de café fort et de papier. Le capitaine Moreau, un homme de l'âge d'Alexandre, avec un regard acéré comme une lame, a soigneusement branché l'enregistreur à l'ordinateur. Il a appuyé sur lecture. Le braille du bar. Mêlé aux cris menaçants de Madame Chantal, aux insultes de Lucie et au ton exigeant et extorqueur de Julien, ont résonné clairement dans le silence du commissariat. Avec cela, il y avait le dossier de preuves que le détective Lefebvre avait diligemment rassemblé. Photos volées, historique des pneus crevés, données de localisation des téléphones. Tout formait une chaîne logique et solide. Impossible à réfuter. Après avoir tout écouté, le capitaine Moreau a enlevé ses écouteurs. S'est adossé à sa chaise et m'a regardé avec un certain respect. « Madame Hélène, je dois reconnaître que vous avez la tête très froide. Acculée à ce point, et pourtant capable de leur tendre un piège. Avec la somme de 200 000 €, ajoutée aux menaces de publier des photos compromettantes pour salir votre honneur et aux dommages matériels préalables, ce n'est plus un litige civil. Cela constitue un délit d'extorsion à un degré très grave. Oi, qu'allez-vous faire maintenant ? Ai-je demandé d'une voix ferme. Nous allons organiser une opération pour les prendre en flagrant délit. Moreau a déployé une carte de la zone de la forêt sur la table. Je connais cette auberge. Le moulin. Elle est isolée sur un versant. Les environs sont assez déserts, avec peu de maisons. Normalement, seuls les voyageurs s'y arrêtent pour se reposer. Ils ont choisi l'endroit avec soin pour pouvoir s'échapper facilement si quelque chose tourne mal. Mais précisément parce que c'est isolé, il sera plus facile d'établir le périmètre sans affecter des civils. Inflection. Moreau a commencé à tracer un plan d'action méticuleux. Toute la zone de l'auberge serait encerclée par des agents en civil dès le matin. Les policiers se déguiseraient en personnel d'entretien ou en jardiniers dans les environs. À l'intérieur du local, 2 agentes féminines et un agent masculin se feraient passer pour des clients prenant un verre, assis aux tables adjacentes. Des caméras et des micros cachés seraient installés sous la table de l'échange la nuit précédente. Votre mission. Moreau m'a regardé directement. Et d'apporter la mallette avec l'argent au lieu du rendez-vous. Vous devez maintenir une attitude de peur, remettre l'argent docilement, et sous aucun prétexte montrer de la résistance ou de la satisfaction pour qu'il ne se doute de rien. Le point clé pour que le délit soit constitué est qu'ils touchent l'argent ou signent un reçu. Dès que leurs mains toucheront la mallette, nous refermerons le filet. News. J'ai hoché la tête. Chaque cellule de mon corps était tendue par une étrange excitation. Vous préparez de l'argent réel ou des faux billets pour moi ? Moreau a souri légèrement et a ouvert un coffre-fort dans un coin du bureau. Selon le protocole, nous préparerons une mallette avec du vrai argent sur la couche supérieure, et au fond, au milieu, il y aura des liasses de papier découpées à la taille des billets.
bien serrés, avec un poids équivalent à 200 000 euros. Rassurez-vous, ils seront aveuglés par la cupidité. Ils n'auront pas assez de calme pour vérifier chaque billet au milieu de l'auberge. And the Savon. Une semaine de préparation est passée, aussi lente qu'un siècle, mais aussi tendue qu'une corde sur le point de se rompre. J'ai continué à aller travailler normalement. En feignant la nervosité, Alexandre était toujours à mes côtés, silencieux et solide. Comme un bouclier impénétrable, le jeudi décisif est enfin arrivé. Le ciel de la banlieue de Paris était nuageux ce jour-là. Le vent soufflait à travers les pins. Apportant l'air froid et désolé d'un après-midi sur le point de pleuvoir, je me suis regardée dans le miroir. Je portais des vêtements simples et sombres, sans maquillage, les cheveux attachés. J'ai pris la lourde mallette en alliage d'aluminium avec 200 000 euros à l'intérieur. En sortant vers la voiture, Alexandre m'attendait sur le siège du conducteur. Il a pris ma main et l'a serrée fort. « N'aie pas peur », a murmuré Alexandre, les yeux brillants de confiance. « Les agents et moi serons juste à côté de toi. Aujourd'hui, le filet de la justice est large et difficile à échapper. Va exiger ta justice. » Anne Clay. J'ai pris une grande inspiration jusqu'à remplir mes poumons. J'ai souri et hoché la tête. Je n'ai pas peur. J'ai juste hâte de voir leur visage quand la sentence tombera sur eux. En flotte. À 14 heures, le ciel de la forêt était gris, plomb, avec des nuages denses qui annonçaient une grosse tempête. Le vent sifflait à travers les arbres du bord de la route, soulevant la poussière. Le SUV d'Alexandre a tourné lentement sur un chemin de terre plein de nids de poules, se dirigeant vers l'auberge Le Moulin. Comme l'avait dit le capitaine Moreau, l'endroit était effrayamment solitaire, situé de manière précaire sur une pente douce. Avec seulement quelques maisons dispersées à 1 kilomètre de distance, un endroit idéal pour réaliser des transactions sales dans l'ombre, où les appels au secours seraient facilement emportés par le vent. Alexandre a garé la voiture sur un terrain vague à environ 50 mètres de l'auberge, a coupé le moteur et s'est tourné pour me regarder. L'intérieur de la voiture était silencieux. On n'entendait que le sifflement du vent à l'extérieur. J'ai regardé la mallette argentée qui était à mes pieds. Elle était lourde. À l'intérieur, il y avait 200 000 euros, la moitié en vrai argent, en haut et en bas. Le reste en papier découpé selon le plan de la police. Un piège parfait camouflé sous l'apparence d'une reddition désespérée. Je suis prête. J'ai pris une grande inspiration et j'ai hoché la tête avec décision. Alexandre a tendu la main et a écarté une mèche de cheveux de ma joue. Son regard débordait de détermination et de protection. Les agents sont déjà en position. Celui qui taille les arbustes à l'entrée est un flic. Le couple qui prend un soda dans le coin droit sont des policiers. La caméra cachée est déjà sous la table numéro 4, où ils t'attendent. Tu n'as qu'à entrer et interpréter le reste de ton rôle de faible. Et retiens bien, tu dois laisser leurs mains toucher cette mallette. La loi s'occupe du reste. AMC. J'ai serré la main d'Alexandre. Nous transmettons un battement d'accord. Puis j'ai ouvert la porte de la voiture et je suis descendue. Le froid de la banlieue a frappé mon visage, mais mon sang bouillonnait d'excitation. J'ai pris la mallette. Son poids m'a fait me pencher un peu. Mais j'ai gardé cette posture lourde et fatiguée exprès. J'ai traîné les pieds à pas lents, la tête baissée, interprétant à la perfection le rôle d'une femme acculée qui doit apporter toutes ses économies pour les donner au vautour et acheter sa paix. L'auberge Le Moulin avait un toit en vieille tuile et était délabré. Une musique passée résonnait d'un haut-parleur cassé, se mélangeant à l'odeur de la terre humide après la pluie, à peine le seuil mousseux franchi. Et j'ai immédiatement reconnu mes 3 cibles. À la table numéro 4, la plus au fond, dans le coin sombre, Madame Chantal et ses enfants étaient assis, contrairement à leur allure négligée le jour du scandale au restaurant. Aujourd'hui, ils étaient habillés de façon ridiculement apprêtée. Madame Chantal portait un chemisier jaune criard et un faux collier en or de l'épaisseur d'un petit doigt. Lucie portait une robe moulante et décolletée, très maquillée.
Julien portait une chemise blanche et empestait l'eau de Cologne bon marché. Ils étaient assis, bougeant les jambes, mangeant des graines de tournesol, bruyamment, les yeux regardant avec avidité vers la porte. Ils se préparaient à recevoir une fortune tombée du ciel, pensant que leur vie changerait à partir de maintenant, qu'ils auraient des voitures, voyageraient à l'étranger et regarderaient les autres de haut. En me voyant entrer avec un air négligé et la mallette argentée, les yeux de Madame Chantal ont brillé comme des phares de voiture. Elle a donné un coup de coude dans les côtes de Julien, et sa large bouche s'est ouverte en un sourire qu'elle ne pouvait pas refermer. Lucie a recraché les coquilles de graines par terre et a levé le menton avec mépris. L'arrogance d'une personne mesquine et triomphante était évidente sur son visage couvert de maquillage bon marché. J'ai fait semblant de trébucher légèrement sur la marche de l'entrée, laissant la mallette heurter le plancher en bois avec un son sec. Ce son a été comme du miel versé directement dans les tympans des avides. Ils ont regardé la mallette avec des yeux de démons affamés qui viennent de voir de la viande fraîche après des milliers d'années en enfer. Je me suis approchée de la table. Mon visage montrait clairement la peur et les tremblements. Je ne me suis pas assise immédiatement. Je suis restée clouée sur place, serrant la mallette contre ma poitrine, comme si j'avais peur qu'on me la vole. « Je suis là », ai-je dit d'une voix rauque et faible, en regardant autour de la salle comme un cerf effrayé, craignant de tomber dans un piège. Madame Chantal s'est éclaircie la gorge en essayant de montrer l'autorité de celle qui commande. Elle a frappé la table de la main. « Asseds-toi. Qu'est-ce que tu fais là debout à regarder comme si tu étais une voleuse ?» Alors, il y allait, 200 000, en espèces comme convenu, tu ne serais pas en train de tenter un tour de passe-passe. J'espère ? Je les ai réunis de partout. J'ai dû brader mes actions. Vous l'avez promis ? Quand vous aurez l'argent, vous effacerez toutes les photos, et vous... Ai-je sangloté. J'ai traîné la chaise en plastique et j'ai posé lourdement la mallette sur la table. Le bruit du métal, heurtant le bois, a résonné lourdement. Julien a fixé la mallette. Sa pomme d'Adam montait et descendait continuellement pendant qu'il avalait sa salive. Il s'est penché en avant, sur le point de tendre la main pour tirer la mallette vers lui, me pressant d'une voix sifflante de plaisir. « Ouvre-la. Ouvre-la pour qu'on vérifie vite. On n'a pas beaucoup de temps. Aye, Meister. » Mais juste au moment où les doigts jaunis par le tabac de Julien allaient toucher la poignée, j'ai retiré la mallette d'un coup, reculant d'un demi-pas avec la chaise. La panique feinte sur mon visage a laissé place à une timidité calculatrice. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai dit froidement d'une voix tremblante mais ferme. « Attendez une seconde. J'ai besoin d'une garantie. Oblaxtenavi. » Madame Chantal, voyant que je retirais la mallette, a assombri son visage et ses yeux, injectés de sang, m'ont regardé avec fureur. Elle a frappé la table avec force et a grogné. « Une garantie de quoi ? Tu es entre mes mains. Quel droit as-tu de poser des conditions ? Tu veux que demain les photos de toi en train de coucher avec des mecs soient placardées partout à la porte de ton entreprise ? Espèce de folle. Idokan. » Lucie m'a pointé directement au visage de son index, criant insolemment. « Tu apportes l'argent pour le donner à ma famille, et en plus tu fais du théâtre ? Tu ouvres la mallette, ou je te donne une gifle qui te casse la figure. » En tête. Je me suis mordu la lèvre avec force, essayant de lâcher une larme de rage. Ma main a plongé dans le sac et a sorti une feuille de papier A4 dactylographiée et un stylo. J'ai posé le papier sur la table et je l'ai poussé vers les trois. Je ne pose pas de conditions. Je me protège seulement. Ai-je baissé la tête avec une voix étouffée, interprétant pleinement l'impuissance de quelqu'un d'acculé ? 200 000, c'est tout mon patrimoine. Je vous le donne. Mais si demain vous me trahissez encore, si vous utilisez ces photos pour me demander 200 000 de plus, je fais quoi ? J'ai besoin que vous signiez ce papier comme reçu. I mine. Julien a froncé les sourcils et a pris le papier sur la table. Il l'a levé devant son visage et l'a lu à voix basse. Reçu et engagement. Nous. Julien Dupont. Chantal Dupont et Lucie Dupont. Aujourd'hui, telle date. Avons reçu la somme de 200 000 € en espèces de Madame Hélène. Cette somme est une compensation pour l'honneur et les dommages moraux.
afin que nous acceptions de supprimer toutes les images personnelles et de cesser tout acte de diffamation, harcèlement, filature et vandalisme contre Madame Hélène. Tori Zo. En lisant cela, Julien s'est arrêté. Son regard a vacillé un peu. Après tout, c'était un homme des villes, et dans sa tête a surgi un éclair de la prudence innée des rats. Il s'est tourné vers sa mère. « Maman, le fait d'écrire un papier comme ça ne va pas attirer des problèmes? Et si c'est une preuve d'extorsion ?» Je n'ai pas laissé son doute grandir. J'ai immédiatement lancé le coup psychologique définitif. J'ai fait le geste de retirer le papier et mon ton a changé en fermeté, attaquant directement leur avidité sans fond. « Si vous ne signez pas, je ne vous donne pas le code de la mallette. Vous pouvez publier ces photos sur Internet. Je perdrai mon travail. Je perdrai mon petit ami. J'en mourrai. Mais vous ne tirez pas un centime non plus. 200 000 ou des photos pourries. À vous de choisir. Inodel. » Mes mots ont été comme une allumette jetée directement dans le baril de poudre de l'avidité qui s'accumulait dans le cœur de Madame Chantal. Elle fixait la mallette en alliage qui gisait immobile sur la table, imaginant les liasses de billets de 500 €. À l'intérieur, la cupidité avait aveuglé le peu de raison qui lui restait. Elle a arraché le papier des mains de Julien et a pris le stylo pour signer. Madame Chantal a reniflé froidement et a craché au sol du bar avec mépris. « Je ne veux pas de tes photos pour quoi que ce soit. Tu crois que ma famille veut avoir affaire à une traînée comme toi? Avec ces 200 000, ma famille achètera des terrains et une voiture pour que Lucie aille à l'étranger. Nous avons plein de façons de bien vivre. Je signe. Je signe pour que tu le vois, pour que tu la fermes, que tu nous donnes l'argent et que tu disparaisses de ma vue. » Honnête. Madame Chantal a gribouillé une signature illisible dans la partie du destinataire de l'argent. Une fois terminée, elle a donné un coup de coude à Julien. « Signe. Mon fils, de quoi as-tu peur? Avec ce papier écrit noir sur blanc, si ensuite elle veut nous dénoncer pour calomnie, nous sortirons aussi ce papier et dirons que c'est de l'argent qu'elle nous a donné volontairement comme compensation pour un accord. Avec l'argent en main, personne ne pourra rien nous faire. » Haine. Julien a été convaincu par les mots de sa mère. De plus, l'attraction de la mallette avec 200 000 € était trop grande. Il n'a pas pu réprimer son désir. Il a pris le stylo et a signé d'une main tremblante son nom sous la signature de sa mère. C'était au tour de Lucie, qui n'a même pas pris la peine de le lire. Elle a arraché le stylo à son frère, a gribouillé son nom et a frappé le stylo fort sur la table. « C'est bon. » Lucie a tendu le cou, me regardant avec des yeux de serpent venimeux et arrogants. 3 signatures claires. « Tu es contente? Maintenant lâche le mot de passe de la mallette. Ne me fais pas perdre patience ou je casse la mallette. » Essenzenhof. J'ai retiré lentement le papier de l'engagement. Les lettres à l'encre bleue étaient clairement imprimées sur le papier blanc. Ce n'était pas un reçu. C'était la sentence d'extorsion particulièrement grave qu'ils venaient de signer eux-mêmes. J'ai soigneusement plié le papier en 4 et je l'ai glissé dans la poche zippée de mon sac. Un très léger sourire, froid jusqu'aux os, est apparu au coin de mes lèvres. Le tremblement et la soumission de mon corps ont complètement disparu. Je me suis redressée. Mon regard est passé de l'effroi à la dureté. Acéré, pointant directement sur les 3 visages qui souriaient avec cupidité, le mot de passe est « ai-je dit d'une voix calme, marquant chaque syllabe sans une once de supplication. Ouvrez-la. Annie Fasting. » Julien s'est jeté sur la mallette comme une bête affamée sur sa proie. Il a frénétiquement tourné les 3 roues à chiffres jusqu'au 0. Ses doigts ont appuyé fort sur les 2 loquets latéraux. Clac. La mallette s'est ouverte. Julien a soulevé le couvercle de la mallette nerveusement. À l'intérieur, des dizaines de liasses de billets de 500 €, flambant neufs et violets, bien qu'ils soient généralement violets, roses dans la réalité. Elles étaient rangées en rangées. Émettant cette odeur caractéristique de l'argent, Madame Chantal a poussé une exclamation, les yeux exorbités, et a tendu ses mains tremblantes pour essayer d'embrasser le tas d'argent. Lucie a fait un bond de joie, la bouche ouverte,
Ils étaient aveuglés. Ils ne savaient pas que sous la couche de vrai argent se trouvaient des liasses de papier découpées. Ils ne voyaient que 200 000 € exposés devant leurs yeux, et c'était suffisant pour les faire couler. La main jaunâtre de Julien a touché en tremblant la première liasse de billets. Il l'a soulevée, prêt à la caresser. Et c'est aussi à ce moment-là que l'enfer a ouvert ses portes pour les accueillir. Police nationale. Tout le monde bouge pas. Les mains en l'air. Un cri autoritaire a résonné comme un coup de tonnerre, déchirant l'espace du bar solitaire. Le couple qui buvait des sodas dans le coin a soudainement sorti ses pistolets de sous ses vestes et les a braqués directement sur la table de Madame Chantal et de ses enfants. En même temps, la porte arrière du bar s'est ouverte à la volée. Le capitaine Moreau dirigeait une équipe de 5 agents en civil, avec des gilets pare-balles et des armes au poing qui ont fait irruption de toutes les directions comme un ouragan. Le jardinier qui taillait à l'extérieur a aussi jeté ses cisailles et a couru bloquer la porte principale. Tout s'est passé en moins de 3 secondes. Le filet de la justice s'était refermé sans laisser la moindre faille. Madame Chantal était en train d'ouvrir la bouche pour rire. Mais le rire s'est figé sur ses lèvres peintes en rouge. Elle a titubé, les yeux révulsés. Regardant les canons noirs des pistolets pointés sur sa tête, ses jambes se sont dérobées et elle est tombée à genoux. Un filet d'urine a commencé à couler sur ses mollets, mouillant son pantalon en soie jaune criard. Elle s'était urinée dessus à cause d'une panique extrême. Oh! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? A balbutié Madame Chantal, portant les mains à sa tête, s'effondrant sur la table, tremblant comme si elle avait des convulsions. Julien, sans une goutte de sang sur le visage, a laissé tomber la liasse de billets au sol. Il est resté muet, les yeux exorbités, regardant les agents resserrer l'encerclement. La bravoure d'un homme parasite a complètement volé en éclats. Il a reculé, a trébuché sur le pied de la chaise et est tombé à la renverse, agitant les mains en l'air, balbutiant des mots sans queue ni tête. Non, ce n'est pas moi. Je ne sais rien. Ne tires pas, Lucia, celle qui, il y a un instant, insultait avec arrogance, hurlait maintenant avec un son strident comme un cochon à l'abattoir. Elle s'est caché le visage et s'est recroquevillée, se glissant sous la table, pleurant à grands cris. « Menottez-les !» a ordonné froidement le capitaine Moreau. 3 agents corpulents se sont jetés sans ménagement ni délai. Ils ont tordu les bras de Julien dans le dos et le cliquetis métallique des menottes, en se refermant à résonner froidement, puis ce fut le tour de Madame Chantal et de Lucie. Toutes les deux ont été sorties de force de sous la table et obligées de s'agenouiller sur le sol. J'ai fait un pas en arrière, les bras croisés, regardant avec froideur et hauteur les 3 corps sans âme agenouillés à mes pieds. Sans aucun déguisement de faiblesse, l'Hélène patiente était morte. Il ne restait plus que l'Hélène du châtiment. Le capitaine Moreau s'est approché, a désigné la mallette et le papier de l'engagement dans mon sac. Confisquant les preuves. La caméra sous la table avait enregistré tout l'acte d'extorsion. Ils ont dressé un procès-verbal d'arrestation pour flagrant délit. À ce moment-là, Julien a semblé se réveiller du cauchemar. Il a levé ses yeux rouges et injectés de sang, plein de larmes, pour me regarder. La haine et la stupidité s'y mélangeaient. « Hélène, tu m'as tendu un piège. » « Garce misérable, tu as osé me tendre un piège ?» Plof. Je n'ai pas pris la peine de répondre. J'ai fait un pas en avant, et j'ai donné une gifle à Julien au visage de toutes mes forces. La gifle portait toute la rage et l'indignation accumulées pendant des mois. Le visage de Julien a tourné sur le côté, et un filet de sang a coulé du coin de ses lèvres. Tout le bar est devenu silencieux. Même les policiers ne m'ont pas arrêté. Cette gifle, c'est pour les 10 ans de jeunesse que j'ai perdus en faisant confiance à une ordure comme toi, ai-je dit, marquant chaque mot d'une voix acérée comme une lame. Cruel. Décidé, je t'ai tendu un piège. C'est ta propre avidité sans fond et ta bassesse qui ont creusé ta tombe. Imbécile. Tu croyais qu'avec 200 000, tu pouvais effacer ma sueur et mes larmes? Madame Chantal s'était complètement effondrée. Elle rampait sur le sol humide, pleurant pitoyablement.
L'arrogance avec laquelle elle menaçait de détruire ma vie avait disparu, ne laissant qu'une bassesse extrême. Hélène, ma fille, je t'en suppliais. Pardonne-moi. Je me suis trompée. Dis au policier de relâcher ma famille. Qui est Terence le papier. Je ne veux pas l'argent. Pardonne à Julien. Ma fille. En est. Lucie frappait aussi sa tête contre le sol, pleurant à grands cris. Hélène, je suis jeune. Je ne veux pas aller en prison. Je t'en supplie à genoux. Retire ta plainte. S'il te plaît. J'ai regardé les 3 personnes prosternées à mes pieds et dans mon cœur. Pas une once de compassion n'a surgi. Seulement du dégoût et du mépris. Trop tard. J'ai esquissé un demi-sourire. Lâchant une phrase froide comme la glace. Le délit d'extorsion de plus d'une certaine somme entraîne une peine de 10 à 20 ans de prison. Avec 200 000, préparez-vous à pourrir en prison. Ne m'appelez pas ma fille. Je n'ai pas le droit d'être la fille de bandits. Allez pleurer auprès de la loi. En votin. Tladit. Je me suis retournée et je suis partie. Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. Les cris et les pleurs pitoyables de Madame Chantal et de ses enfants résonnaient derrière moi, mais ils ne pouvaient plus m'atteindre. En sortant de l'auberge Le Moulin, le ciel avait commencé à déverser de la pluie. Les gouttes froides apportaient une sensation de pureté, lavant toute la saleté. Alexandre attendait avec un parapluie noir près de la voiture. Il a souri du sourire le plus chaleureux que j'ai jamais vu et a passé son bras autour de mes épaules, m'attirant vers lui. « C'est fini », a murmuré Alexandre à mon oreille. « Oui. »« C'est fini ?» ?»« Pour de bon. » J'ai appuyé ma tête contre sa poitrine. J'ai fermé les yeux et j'ai poussé un long soupir de soulagement. 4 mois plus tard, le procès s'est ouvert à la Cour d'appel de Paris pour l'affaire d'extorsion et de diffamation contre les 3 accusés. Julien Dupont, Chantal Dupont et Lucie Dupont. L'atmosphère dans la salle était solennelle, froide, étouffante. Je portais un tailleur noir sobre et j'étais assise sur le banc de la partie civile. À mes côtés se trouvaient Alexandre et mes parents. Mon père me serrait la main avec un regard ferme, fier que sa fille ne se soit pas effondrée face au mal. La lourde porte en bois s'est ouverte, et le cliquetis des chaînes métalliques heurtant le sol en marbre a résonné. Les 3 accusés ont été conduits dans le box. Je ne les ai presque pas reconnus. Seulement 4 mois de détention provisoire, et ils semblaient avoir vieilli de 20 ans. Madame Chantal avait les cheveux blancs, le visage ridé et émacié, et marchait en titubant, aidée par une agente. Julien était d'une maigreur effrayante, les yeux enfoncés et éteints. Vêtu d'un survêtement de prison qui lui était trop grand, n'osant lever les yeux pour regarder personne, Lucie était cadavérique, la peau pâle et les lèvres gercées, portant sa main à ses yeux de temps en temps pour essuyer ses larmes. L'aspect misérable de ceux qui avaient un jour cru avoir le droit de piétiner la vie des autres ne provoquait maintenant que des hochements de tête désapprobateurs dans le public. Le procès a été rapide, car les preuves étaient irréfutables. Depuis l'enregistrement du chantage éhonté, le papier d'engagement signé par les 3, la vidéo de la caméra sous la table qui a enregistré, Julien touchant la mallette avec l'argent, jusqu'aux données IP qui prouvaient la diffamation sur les réseaux sociaux. C'étaient tous des coups mortels qui scellaient le destin des accusés. L'avocat de la défense de la famille Dupont, payé avec de l'argent réuni par des proches, a essayé de plaider qu'il ne s'agissait que d'un conflit familial et que les 200 000 € étaient un accord civil de compensation suite à l'annulation du mariage, mais cet argument était trop faible et absurde. Et il a été immédiatement démonté par le procureur, extorqué des biens par des menaces, de la diffamation et du vandalisme, obligeant à remettre une très grosse somme d'argent. C'est un crime organisé et prémédité. Lors de sa dernière prise de parole, Julien s'est accroché à la barre du box, s'est tourné vers moi et a fondu en larmes. « Hélène, pardonne-moi. Je te demande pardon 1000 fois. C'est juste par un moment de faiblesse et de cupidité que j'ai ruiné ma vie et celle de ma famille. Je demande au tribunal de réduire la peine de ma mère et de ma sœur. Ma mère est âgée. Elle ne le supportera pas. Anchin. » Madame Chantal criait et pleurait aussi.
se frappant la tête contre le bois, suppliant la clémence du tribunal. Je suis une ignorante. J'ai été cupide. Hélène, pardonne-moi. Ma fille. In the sea. Je suis restée immobile. Le visage calme comme une statue. Pleurer et se repentir. Ce ne sont que des larmes de crocodile face au châtiment. Si ce jour-là j'avais docilement remis les 200 000, auraient-ils eu pitié de moi, ou auraient-ils continué à sucer mon sang jusqu'à me tuer? La loi n'a pas de place pour la compassion tardive. À 11h30 précise, le président du tribunal a demandé à tout le monde de se lever pour écouter la sentence. Sa voix ferme a résonné, décidant du sort des misérables. La conduite des accusés est extrêmement dangereuse pour la société. Organisée avec des méthodes sophistiquées et lâches pour extorquer une somme d'argent particulièrement importante, considérant la nature et la gravité des faits, le tribunal condamne l'accusé Julien Dupont à 12 ans de réclusion pour le délit d'extorsion et à 2 ans de prison pour le délit de diffamation. Peine totale de 14 ans de réclusion. L'accusé Chantal Dupont à 12 ans de réclusion. L'accusé Lucie Dupont à 10 ans de réclusion. La sentence est assortie d'un mandat de dépôt immédiat. Ofiwa. Boum. Le bruit du marteau du juge frappant la table en bois a résonné dans la salle. Au moment où ce coup a retenti, Madame Chantal a poussé un cri déchirant, a révulsé les yeux et s'est effondrée au sol. Évanoui. Julien s'est écroulé sur le banc, se tenant la tête à 2 mains et pleurant à chaudes larmes. Le chagrin d'un homme faible portait maintenant le poids d'un désespoir extrême. Les jambes de Lucie se sont dérobées et elle a été traînée par les agents, en état de choc. Le prix de la cupidité sans fond. Julien sortirait de prison 14 ans plus tard. Il aurait alors près de 50 ans. Sans rien, avec sa jeunesse flétrie derrière les barreaux, Madame Chantal, avec ses 12 ans, mourrait peu, être de vieillesse en prison, sans que personne ne lui rende visite. Une sentence parfaite, cruelle, mais extrêmement juste. Je me suis tournée vers Alexandre. Il a légèrement hoché la tête. Nous avons pris mes parents par la main et nous sommes sortis du tribunal, laissant derrière nous les pleurs et les lamentations de cette famille misérable. La guerre était terminée et j'étais la gagnante. 1 an après la clôture du procès, le temps avait été comme un remède miraculeux, effaçant les horribles cicatrices et me rendant une vie brillante et pleine. Mon travail progressait sans cesse. J'ai été nommée directrice de la zone nord. Mon amour pour Alexandre était de plus en plus profond et mature. Sa chaleur et sa protection avaient complètement remplacé le sombre souvenir de l'homme lâche, nommé Julien. Mais avant de tourner officiellement une nouvelle page de ma vie, j'ai décidé de faire un dernier voyage. Un voyage pour fermer à jamais le livre du passé. J'ai conduit moi-même jusqu'à la prison un jour de la fin de l'automne. Je me suis enregistrée pour rendre visite au détenu Julien Dupont, pas pour pardonner ni pour me moquer. Je voulais seulement voir de mes propres yeux comment allait celui qui avait un jour essayé de ruiner ma vie. Pour me confirmer à moi-même que le méchant avait payé le prix, à travers l'épaisse vitre du parloir, Julien est apparu. Il marchait lentement, le dos un peu voûté. Son visage de bon garçon d'avant était maintenant sombre, avec les pommettes creusées et les yeux vides. Rempli d'un repentir tardif. En me voyant, Julien s'est arrêté, a pris le téléphone. Sa main tremblait encore comme le jour où il avait touché la mallette des 200 000. « Hélène, tu es venue me voir ?» La voix de Julien était rauque et hachée. « Merci. Et non an. Personne n'est venu me voir. La famille m'a tourné le dos. Ma mère et Lucie sont dans une autre aile. Yvis. Je vis pire qu'un mort. Hélène. Anne de Bunny. » J'ai pris le téléphone, le visage calme, le regardant avec froideur, comme si je regardais un étranger dans la rue. « Je ne suis pas venue pour te consoler. » Ai-je dit d'une voix légère, mais dure comme de la pierre. « Je suis venue te voir pour la dernière fois. Essaie de vivre les 13 ans qui te restent pour expier ta lâcheté et ton parasitisme. N'attends de pitié de personne, car tu as toi-même détruit ta vie. » Enzost. Julien a pleuré. Les larmes roulaient sur ses joues sombres et tombaient sur son uniforme de prison froissé,
Il a collé son visage contre la vitre en sanglotant. Mais je n'ai pas voulu regarder davantage. J'ai raccroché le téléphone. Je l'ai reposé doucement sur son support. Je me suis levée et je me suis retournée pour partir. Les pleurs de Julien sont restés coincés derrière l'épaisse vitre, s'éloignant de ma vie pour toujours. Je suis sortie par la porte principale de la prison. L'air extérieur était frais. Le soleil d'automne brillait à travers les arbres, teintant d'or un coin du ciel. De l'autre côté de la route, Alexandre était appuyé contre sa voiture habituelle. En me voyant sortir, il a souri et a fait de grandes enjambées vers moi. Sans un mot, Alexandre a posé un genou sur le sol ensoleillé. Il a sorti de la poche de sa veste une boîte en velours rouge, l'a ouverte, et une bague en diamant exquise a brillé sous le soleil. On peut maintenant laisser le passé derrière nous. Chérie, Alexandre m'a regardé avec des yeux passionnés et fermes. Épouse-moi. À partir de maintenant, tu dois seulement être la reine de ta vie. Je repousserai toutes les tempêtes qui sont à l'extérieur. Oh, free to. Les larmes me sont montées aux yeux. Mais cette fois-ci, ce n'étaient pas des larmes d'indignation ni de comédie. C'étaient des larmes de bonheur extrême. J'ai hoché la tête et je lui ai tendu la main pour qu'il me passe la bague à l'annulaire. Nous nous sommes enlacés au milieu de cet après-midi d'automne et sommes montés ensemble dans la voiture, nous dirigeant tout droit vers l'avant. Là où nous attendait un avenir paisible. La cupidité est une arme à double tranchant. Celui qui l'utilise pour profiter des autres finira par se trancher la gorge. Chers amis, que pensez-vous de cette histoire? Laissez un commentaire et aimez pour nous soutenir. Merci.